Mon boss m'a mis une espèce d'ultimatum, il m'a dit soit tu continues à t'éclater et à avoir des lignes sur ton CV qui te serviront peut-être pas à grand chose, soit tu te mets tout de suite dans le bain et puis tu montes ton resto. Il n'y a pas plus enfermé qu'un entrepreneur, parce qu'en fait on est enfermé dans le sens où on y pense tout le temps. À 5 ans, je disais je voulais être patron. Tout le monde aime l'argent et tout le monde préfère en avoir beaucoup. Donc c'est vachement long finalement d'essayer de se tromper, de revenir en arrière, de se retromper. Et moi mon projet c'était le sushi burrito. Faire les 250 000 balles, au bout d'un an je fermais tout. Donc voilà. Ah ouais, donc c'est quand même intégré dans l'histoire familiale quand même. Ouais, quand même. Parce que c'était un inventeur ou un entrepreneur ou les deux? Parce que c'est ça que souvent... Les deux. Ouais, quand même, il a comme le côté business, il a pas juste, il invente et après il donne le brevet en royalty et puis... après, c'est lui qui produisait dans une usine à Méru, là, au-dessus de Paris. Et il vendait jusqu'en Afrique... tous ces placards, quoi. Donc, non, c'était assez incroyable à l'époque. Moi, j'étais pas né pour m'en rendre compte, mais... Et donc, du coup, après, tes parents, ils ont suivi le chemin ou pas? Ouais, ils ont repris la boîte. Ok. Ils ont repris la boîte de mon grand-père. Du coup, j'ai vécu avec des parents aussi entrepreneurs et gérants d'entreprise. Donc, avec toutes les contraintes et les bénéfices aussi que ça comporte. Donc, c'est quoi les contraintes et les bénéfices? Bah forcément, tu as une histoire de vacances en famille qui est peut-être plus compliquée à organiser. Tu vois, moi, je partais moins avec... mon père pouvait moins partir en vacances avec nous parce qu'il fallait qu'il gère une cinquantaine de gars entre les chantiers, entre l'usine, entre les problèmes qu'on connaît de staff, d'arrêt maladie, de recrutement, de formation, il faut satisfaire le client, il faut sortir les chantiers et je sais pas, les 80 meubles qui ont été commandés, les poser dans des barres d'immeubles faits par Nexity, Bouygues Immobilier sur Boulogne. Donc, tu avais des contraintes où tu étais obligé de tenir le rythme. Ouais. Forcément, c'était plus ma mère qui s'occupait de nous, et de moi et ma sœur, et mon père était vachement plus sur le terrain, quoi. Tu sais, ce que je kiffe le plus, c'est quand un outil que j'utilise vraiment au quotidien devient partenaire du podcast. Pas un truc claqué au sol, quoi, un vrai partenaire de cœur. Et là, je te parle de Brevo. Spoiler, c'est l'outil qui m'a fait aimer l'emailing. La première fois que j'ai voulu faire une vraie campagne d'email, j'ai tout testé, tous les outils du marché. Et franchement, il n'y a rien d'aussi fluide que Brevo. L'interface, il est limpide, les automatisations, tu les poses en 10 minutes, et surtout, ça performe. Taux d'ouverture, clic, retour, engagement, j'ai vu l'impact direct sur mes ventes. Mais ce que j'adore vraiment, c'est que tout est au même endroit. Ton CRM, ta base client, tes envois, tes trackings, tu pilotes tout depuis brevo.com. Que tu sois solopreneur ou dans un groupe comme Doctolib ou LVMH, oui, eux aussi ils utilisent Brevo. Et là, ils viennent de sortir une IA qui va faire très très mal. Elle te génère des contenus sur mesure, elle segmente ta base ultra finement et elle déclenche les envois au moment parfait pour booster tes conversions. Franchement, Brevo mérite vraiment son titre de numéro 1 en Europe. Et si tu veux tester, je t'ai négocié comme d'habitude un code promo, mais cette fois d'anthologie, de 50% de remise sur ton abonnement. Le lien est en description. Franchement, je pense que c'est le meilleur deal que j'ai jamais négocié, donc profites-en. Maintenant, on attaque l'épisode. Bonne écoute à toutes et tous. Je vous embrasse. Du coup, ce qui est intéressant, tu vois, je reviens à une phrase que tu as dit tout à l'heure, c'est que tu m'en parlais de drive. Tu vois, quand tu veux entreprendre, est-ce que tu es drivé par l'idée, donc l'idée, la vision, est-ce que tu es drivé par la liberté ou par l'argent, la vérité. Et ça que c'est très difficile à croire pour les gens qui sont pas entrepreneurs, mais très peu d'entrepreneurs sont drivés par l'argent. En fait, c'est plus une conséquence évidemment agréable, hein. Tout le monde aime l'argent et tout le monde préfère en avoir beaucoup. Après, drivé par la liberté, pareil, ça c'est une fausse croyance. Tu viens du coup de le démontrer. En vrai, quand on quitte le salariat pour aller dans l'entrepreneuriat, en fait, tu quittes un monde où tu te sens pas libre, tu te sens contraint par un patron. En fait, pas pour la liberté, mais pour une autre prison qui paraît un peu plus dorée. Parce qu'en fait, en vrai, il n'y a pas plus enfermé qu'un entrepreneur. Parce qu'en fait, on est enfermé dans le sens où on y pense tout le temps. Même quand on est avec nos gosses, même quand on est en vacances, même quand on est en week-end. Bah, moi, tu vois, des fois, je me trouve même pathétique. Tu vois, là, je suis venu ici en voiture. Bah, je sais pas, moi, je profite de tous les feux rouges pour répondre à des mails ou des trucs comme ça. Tu vois, je veux dire, je peux même pas me détendre 2 secondes, quoi. Tu vois, j'y arrive, mais on est quand même un peu enfermé dans une sorte aussi de prison. Et donc, en fait, le seul truc qui drive, c'est qu'on voit un peu où on veut aller. Et en fait, on est drivé par ce chemin d'améliorer de tous les jours, monter une marche, etc., etc., quoi. Tout à fait. Donc voilà, donc du coup, je trouvais que c'était pas mal de dire ça parce que l'exemple de ton père illustrait bien ça. Maintenant, j'espère qu'on va, nous, mieux y arriver. Mais c'est clair que moi, je peux... Et pourtant, j'étais un fervent supporter de ça, hein, le fait de prendre beaucoup de vacances.
Et en fait, je me rends compte que bon, ouais, c'est quand même pas possible, quoi. Tu vois, c'est compliqué, quoi. Bah, c'est comme tout, c'est un équilibre à trouver, Ouais. quoi. C'est un équilibre à trouver. Et il y avait des années qui étaient plus faciles que d'autres. Tu as des années qui sont où tu as plus de clients, où tu signes plus de contrats, où tu as plus d'immobilier qui se font, comme dans tout. Donc toi, quand même, c'est un truc, genre, quand on te demandait, je sais pas, au collège, allez, en primaire, au collège ou même au lycée, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Le mot créateur d'entreprise, / Patron. entrepreneur, patron. Pas C'est ça trop. qu'on utilisait on n'utilisait pas le mot entrepreneur à l'époque. Non. Je sais pas Ah, à moi, je partir de disais, quand je voulais on a être mainstreamé patron. ce mot, quoi. Je sais Et, pas, mais même à 5 ans, je disais, je voulais être patron. ouais. J'ai voulu être architecte, j'ai voulu être cosmonaute, j'ai voulu être maçon. Et en fait, mais je voulais être patron dans tout ça, quoi. Ouais, Je non, mais sais c'est pas marrant. pourquoi. Papy était patron, maman était patron, papa était patron, tonton il est patron, il avait un restaurant. Donc tu vois, la Ouais. boucle est bouclée, on va dire. Tata est patron, tout le monde était patron. Ouais, donc toi, tu viens d'une vraie famille d'entrepreneurs. Donc c'est vrai que toi, ça aurait été presque bizarre que tout ça, pour moi, après, souvent, tu prends les grosses familles de médecins et tu as le seul enfant qui dit non, moi, je veux faire chanteur. Enfin, tu vois, donc des fois, il y a quand même des vilains petits canards par rapport aux autres, mais malgré tout, tu augmentes tes chances quand même de vouloir l'être, quoi. Bah, t'es un petit peu conditionné. Après, t'en as toujours qui j'allais pas dire suivre le chemin ou pas, parce que chacun a son chemin finalement, mais tout le monde n'est pas fait pour être patron. Et Et t'aurais. Ah bah non, excuse-moi, je t'ai coupé. Vas-y, non, continue. vas-y. J'allais dire, t'aurais presque pu. Ça c'est. Vous en avez parlé à un moment donné, peut-être de reprendre la boîte de tes parents? Je pense, oui, on en a parlé quelques fois, mais j'ai toujours dit que moi, c'était pas mon truc. Ouais. J'ai jamais été. C'est pas quelque chose qui me passionnait parce que c'était beaucoup de commercial et je suis très mauvais commercial. Donc c'était beaucoup de ventes, c'était beaucoup de management. Il y avait quand même entre 35 jusqu'à 50 gars qui bossaient à l'usine avec les poseurs, ceux qui produisaient les meubles et tout. Je trouvais que c'était quand même assez énorme et je voyais toutes les contraintes en fait avant de voir les bénéfices de ce que ça peut te rapporter. Je voyais surtout toutes les contraintes et comment mes parents ont quand même bien galéré à tenir cette boîte. Et je me suis dit, en vrai, je vais peut-être refaire quelque chose de moi et qui me ressemble un petit peu plus, quoi. Ok. Et donc, du coup, c'est vrai qu'on là, on va peut-être revenir. Du coup, on est quoi, en 2016, un truc comme ça? 2016, ouais. 2016, où je déménage à Bordeaux en septembre. En Ça, fait, c'est le début vraiment du gros exode, ça. Ou alors, on était en plein milieu du gros exode des Parisiens vers Bordeaux, quoi. je pense que c'était un peu avant parce qu'il n'y avait pas encore la LGV. 2016, il n'y a pas la LGV Je encore? crois pas. Oh, t'es sûr? J'ai sais l'impression pas. que ça fait longtemps qu'elle est là, quand même. Moi, je faisais les allers-retours en Flixbus, je me rappelle. Ah ouais? Bah ouais, Toi, t'avais pas une oseille, quoi. bah pas trop. Bah non, mais moi, j'étais sorti de mon apprentissage en juillet. En septembre, j'arrive à Bordeaux. J'avais 700 euros de chômage. Mes parents m'ont aidé quand même à payer mon loyer. Et quand j'ai réussi à trouver un appart, genre 6 mois après, Ouais. en attendant, en fait, j'ai pris ma voiture, j'ai mis mon vélo dedans. Je me rappelle, il était rouge, avec ma valise. Et je suis allé à l'auberge de jeunesse de Bordeaux à la gare. Ah ouais, ok. Donc j'ai Très bien. dormi dans des lits superposés à 6 là, dans des chambres pendant quelques semaines, mois. Ensuite, j'ai envoyé des messages sur Wanted en mode Wanted Facebook là, tu vois. En mode je suis tout seul sur Bordeaux, je connais personne, je viens d'arriver, qui veut aller boire des coups? Il y a un mec qui me dit vas-y, moi je suis chaud, viens on va au Mama Shelter. Je mets sur Google Maps, ok, vas-y, je vais au Mama Shelter. Ça devait être ouvert depuis pas longtemps, en C'est 2016. possible, ouais. Et c'était un gars qui s'appelait Sébastien. Et en fait, le soir même, il me dit, mais frérot, vas-y, viens dormir chez moi et tout. On a une coloc avec un pote, tu dors sur le canapé et tout. Donc le lendemain, je déménageais chez eux. J'ai dormi sur le canapé pendant 4 mois de Seb et Flo. Et j'ai trouvé un appart après, au bout de 4 mois. Mais c'est tellement galère. Quand tu es au chômage, quand tu as un projet entrepreneurial et que tes garants sont à Paris et que sur un marché de l'immobilier aussi tendu que Bordeaux, Ah, j'avoue, c'est hein, quand compliqué, tu vois le quoi. propriétaire, autant dire j'ai le sida qui en veut, quoi. Pardon, c'était un peu vulgaire, ça. J'ai On compris. coupera pas, on laisse. Et donc, en plus, j'ai trouvé un truc 495 euros au-dessus du Dickens. Tu vois le Dickens? Je vois très bien le Dickens. Eh ben, au-dessus de la pharmacie qui est à côté du Dickens. Le Dickens, c'est celui qui est sur les Sur quais. les quais, en face Ah ouais. du miroir Ouais, d'eau. il était déjà là quand il y a 20 ans que je suis allé à Bordeaux. Ouais, ouais. j'avais la vue sur le miroir d'eau, c'était exceptionnel. Ah, c'était 4e bien. étage,
traversant, incroyable. Pour 500 balles, 25 mètres carrés, c'était... Donc, t'aurais pu ce prix là maintenant. Ah non, c'est fini. Quand je vois combien même un studio de 18 mètres carrés se loue, c'est un truc de ouf, quoi. C'est clair. Et du coup, là, est-ce que là, t'as déjà ton projet à ce moment-là? Là, j'ai déjà le projet. Je suis descendu de toute façon avec l'idée en tête. Les Pokéballs, à cette époque, parce que c'est vrai qu'en fait, on parle de 2016, on a l'impression que c'est hier, mais en fait, c'est vrai que ça fait quasiment 10 ans. Ouais. J'ai l'impression que il y avait déjà, ça commençait à, non, ça commençait à arriver quand même. Ça commençait tout juste. En fait, moi, à la base, j'avais vu du sushi burrito. Ok. J'avais vu le sushi burrito et moi, mon projet, c'était le sushi burrito. Ok. Et jusqu'à la fin, jusqu'à 2 mois avant d'ouvrir, j'étais full sur le sushi burrito. Et quand je suis rentré à Paris après mon apprentissage, en fait, il y avait un gars qui avait déjà ouvert. Ça s'appelait Fumi Sushi Burrito et Poké. Je crois que c'était rue Parmentier, ça devait être dans le 11e ou un truc comme ça. Mes parents, ils sont venus me chercher à Charles de Gaulle Étoile, là, et on est direct allé goûter le produit. J'ai pas trouvé ça incroyable en termes de goût et d'expérience. Par contre, le concept m'a énormément plu, tu vois. Et je me suis dit, c'est bon, c'est ça que je veux faire. Donc j'avais en tête, tu vois, cette histoire de sushi burrito. Ensuite, entre-temps, moi, j'ai passé 1 an et demi à monter le premier restaurant. Entre trouver un gars en cuisine, tu vois, qui allait me suivre parce que les banques m'auraient jamais prêté, sans un gars dans l'opérationnel, tu vois, qui avait une formation cuisine. Trouver un local, trouver les financements. Ouais, que t'es obligé, en fait, hein. Même quand tu montes une boîte comme ça, t'es pas obligé, tu sais, quand même de montrer un diplôme qui montre que t'as un peu de compétences là-dedans ou pas? T'es pas obligé parce que c'est pas une espèce de... Enfin, t'es obligé d'avoir ton certificat hygiène, mais t'es pas obligé d'avoir de CAP cuisine comme t'as besoin d'avoir un CAP coiffure, par exemple, pour monter ton salon. Ouais, c'est plus pratique, ouais. Ouais, ça, c'est différent. Mais en fait, c'est le banquier qui m'a dit, j'ai rencontré 2-3 banquiers, tu vois, dans des réseaux d'entrepreneurs, machin truc. Ils m'ont tous dit, non, mais tu viens d'école de commerce, tu vas voir n'importe quel banquier pour monter un resto, ils vont te rire au nez, quoi. Donc, trouve un gars qui bosse soit qui a un CAP, soit qui bosse dans la restauration et qui a des compétences. Et ensuite, toi, tu pourras te vendre en étant la partie marketing, gestion, finance, produit. Et lui, ce sera la partie opérationnelle, formation, hygiène. Ok. Donc, ce que j'ai fait. Et du coup, j'ai mis 1 an et demi à monter le premier restaurant. Et du moment où j'ai eu le projet, au moment où j'ai monté le premier restaurant, finalement, tu as eu quelques restaurants qui se sont montés et qui étaient quasi tous sur le poké uniquement. Ok. Parce que tu vois, moi, je me rappelle d'un mec, j'essaie de voir en fait chronologiquement quand est-ce que c'était, qui me disait, ouais, je vais me lancer dans les pokés, c'est un truc, on est d'accord, c'est un truc hawaïen. Ouais, c'est ça, ouais, carrément. Où tu mets, c'est ça en fait, avec une base de riz ou de salade. Non, c'est toujours base de riz quand même. Tu peux mettre ce que tu veux comme base, quinoa, riz noir, riz blanc. Mais ça, c'est de faire en fait, de mettre, voilà, tu peux mettre aussi bien des graines que de la mandarine, que de l'ananas, que du poisson, enfin du thon, du saumon, etc. Et mais tu vois, je me demande si en 2016, en fait, il y en avait déjà pas mal en France ou quand même, non? Bah pas tant que ça. Il n'y en avait pas, même, tu vois, Pokawa, qui ont été les précurseurs vraiment du poké à grande échelle, n'existait pas. Je pense qu'il reste. Pour moi, le premier poké sushi burrito qui a ouvert en France et qui a eu un petit peu de notoriété, c'était Fumi Sushi Burrito et Poké qui a ouvert en juillet 2016. Ok, et Pokawa, c'est après? Ouais. Ok, en même temps que vous? Pokawa, c'est juillet 2017 et nous, c'est juin 2018. Ok, ouais, donc vous êtes suivis quand même. Ouais. Et après, tu as eu des acteurs locaux dans chaque ville. Certains ont monté 2, 3, 4, 5 restos. Ensuite, ont vendu ou ont arrêté, etc. Oui, c'est ça qu'on a oublié de le dire en intro, c'est qu'on n'a même pas donné le nom de la marque. Toi qui es Elko, donc en fait vous êtes les numéro 2 sur le marché. Tout à fait, si je dis pas de bêtises, vous avez quoi, déjà une vingtaine de restos là, non? Une vingtaine de restaurants, ouais, exact. Mais c'est bon, avant de revenir là, en fait, ce qui est intéressant, ce que je pense que ce qui peut intéresser beaucoup de gens qui vont venir mater la vidéo, c'est quand on veut monter un restaurant. Parce que tu vois là, on le ressent, même si t'es passé vite, que c'est du sang et des larmes quand même, c'est de la sueur, quoi. C'est long. Ah bah franchement, c'est du boulot, ouais. C'est du boulot. Parce que bah, déjà, tu as le premier à monter, donc le premier, tu le fais un peu maison. T'as pas d'argent, t'as peur de te tromper, t'as aucun process, t'as une vague idée des recettes, tu sais pas si ça va plaire. Et pourtant, tu mets toute ta vie dedans, ton énergie, ton argent, voire l'argent de tes parents, me concernant. Donc, t'as encore plus de pression quoi, pour réussir. Et après, une fois que tu commences à comprendre un petit peu comment ça marche, tu peux monter le deuxième, le troisième, quatrième. Et là, tu commences pas à prendre du plaisir, mais tu commences à avoir un petit peu de recul et te dire, OK, je peux aller, je peux commencer à viser, tu vois, avoir des objectifs
Est-ce que tu t'étais peut-être mis dans la tête en 2016, 2017 quand tu réfléchissais au projet? Tu te dis putain, il y a peut-être moyen de le faire, quoi. C'est peut-être atteignable. Parce que Les toi, 50 quand tu te restos, lances, tout de suite, tu te dis, je veux faire une chaîne. Tu veux pas faire un resto seul tout, quoi. Ouais, tout à fait. Quand même un minimum ambitieux, quoi, dans le truc. Bah ouais, moi je voulais une identité forte, je voulais une marque qui perdure dans le temps, je voulais tout de suite penser à des process, des choses assez simples pour pouvoir les transmettre à des employés polyvalents, à des directeurs de restaurants et pourquoi pas à des franchisés plus tard, quoi. Et donc, du coup, pour revenir et pour essayer un peu d'avoir, encore une fois, cette idée un peu de doggy bag, on sente un peu le playbook, tu vois, de comment on fait, même si, encore une fois, ta méthode ou ton expérience empirique, c'est un exemple et c'est pas the exemple. Chacun, en fait, peut se faire sa propre méthode. Et du coup, donc, tu montes le premier resto. C'est quoi un petit peu, là, tu penses, ce que tu as bien fait, outre le fait qu'il y avait peut-être aussi un bon emplacement, un bon momentum, et ça, mais qu'est-ce que tu as bien fait, qu'est-ce que tu as mal fait, qu'est-ce que tu referais pas, qu'est-ce que tu repousserais, qu'est-ce que après peut-être que tu as répété dans toutes les ouvertures? Est-ce que du coup, tu as 2-3 inputs à donner là-dessus, hein? Qu'est-ce que j'ai bien fait? Qu'est-ce que j'ai bien fait? Déjà, pour moi, c'est mettre énormément de temps dans la com et le market. Donc dans la marque, ouais, aussi. Ouais, tout de suite, dédier du temps, de l'argent et mettre des gens compétents à cette place-là. Parce que j'ai tout de suite essayé de m'entourer d'une agence ou deux, d'un mec qui fait du digital marketing, d'un mec qui fait de la vidéo, etc. Parce que moi, c'est quelque chose que je savais pas trop faire. Donc, j'ai mis un petit peu de budget, tu vois, dans ces métiers-là qui étaient assez spécifiques et qui étaient vraiment très créateurs de valeur, alors qu'à l'époque, c'était le début de Deliveroo, Foodora, Uber Eats n'existait même pas, hein. Ouais. Donc, on était encore sur une, je te dis pas une restauration un petit peu vieille, mais en 8 ans, la restauration rapide s'est absolument transformée. Puisqu'ils ont été c'est forcés dingue. de se digitaliser, en fait, avec toute cette vibe, en fait, quoi. Avec Le la fait de livraison, devoir faire avec des le belles Covid, photos et compagnie, quoi. avec Instagram, avec, même avec l'IA maintenant. Enfin, t'as 50% du game, il est pas dans le resto, quoi. Ouais, Alors mais qu'avant, c'est important, t'avais ça. 80-90% des enjeux qui étaient dans le restaurant. Là, franchement, Après, of course, il faut une bonne expérience et un bon produit. bien sûr. Mais t'as raison, en fait, toute la partie branding, market, com, hyper important, quoi. Bah, en fait, j'ai envie de te dire que le boulot le plus compliqué, c'est de faire rentrer ton client dans ton restaurant. Une fois qu'il est dans ton restaurant, j'ai envie de te dire ton domaine de compétence, soit t'es bon restaurateur, soit t'es mauvais restaurateur. Oui, puis après, si t'es Donc, mauvais soit- restaurateur, c'est normal, tu tiendras 1 an, 2 ans. Voilà. Comme, en fait, parce que moi, tu vois, moi qui viens dans le centre-ville de Bordeaux, je sais pas, une fois tous les 2 mois, en fait, j'hallucine où, en fait, à chaque fois que je viens, je vois des trucs qui ont fermé, des trucs qui réouvrent, enfin, il y a un turnover de malade. Je pense même, tu vois, ça va bientôt faire 20 ans que j'habite à Bordeaux. Ouais. Je peux même te citer, tu vois, des rues, enfin, genre des emplacements où en 20 ans, j'ai connu 10 bouclards, quoi, tu vois, Ouais, tellement carrément. ça tourne, quoi. Carrément. Typiquement, le bas de la rue Saint-Rémy, tu vois, il est très compliqué à bosser. Ah bah, tu m'étonnes, ouais. Pourtant, Donc, c'est un bon emplacement, quoi. Ouais, Enfin, mais ça paraît être un bon emplacement, mais en effet, il passe si passant que ça. bah, en fait, ça dépend. Tu arrives de Place de la Bourse, soit tu vas vers le milieu, donc du coup, t'attends de voir tous les restaurants pour t'arrêter. Bah ouais. Et généralement, les premiers que tu as vus, bah, t'attends, tu vois, toujours de trouver mieux. Tu vois, c'est un peu le calcul du coût d'opportunité. Tu te dis, bah non, j'ai pas encore vu toute la rue, je vais pas déjà m'arrêter. Et ceux qui sont venus de l'autre côté, bah en fait, ils ont choisi un resto avant d'arriver au Ils bout, ont déjà quoi. bouffé. Ouais. Donc, le côté Place de la Bourse, il est galère. Soit tu es à Place de la Bourse et du coup, tu bouffes au Gabriel, Ouais. mais il faut avoir un peu de budget. Soit après, tu vas dans Saint-Rémy et tu vises le milieu, quoi. Là, il y a que les Bordelais du coup qui nous comprennent, mais Ouais, les grave. autres, vous irez sur Google Maps, vous vous démerdez, quoi. Saint-Rémy, c'est un peu genre. Ouais. J'en sais rien. Ouais. J'en sais rien du tout. Non, mais ne mettons pas de complément d'objet direct dans nos phrases, c'est impeccable. Tu vois, c'est excellent. Et donc, du coup, 50% comme market, 50% vrai boulot de restaurateur. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup de restaurateurs aujourd'hui qui sont indépendants et qui galèrent. Parce que faut être multicasquette. Soit t'es deux, soit t'es bon partout. Et généralement, être bon partout, c'est Toi, t'étais compliqué. seul tout du coup. Moi, j'étais avec un gars dans la cuisine. Mais avec que t'as associé. Ouais. Ah, ok, donc Que ça, j'ai j'avais pas associé. compris. Tu l'as directement associé, ouais. Je l'ai directement associé pour pouvoir avoir le prêt et parce que moi, j'avais vraiment envie de monter une boîte à deux, tu vois. Ouais. Ça me faisait chier de pas partager cette expérience. Alors, comment tu l'as trouvé? Parce qu'en fait, il y a un monde entre se dire, bon, écoute, c'est un bon cuistot et ça va être mon associé sur cette guerre de 10 ans que je m'apprête à vivre, quoi. Et ben, en fait, je l'ai trouvé après une séance de sport qu'on avait fait avec mon ami Benjamin Massé qui faisait à l'époque du Herbalife.
Et je crois qu'il fait toujours du Herbalife. Benjamin Massé, ça me dit quelque chose. Ouais, Benjamin Massé, il faisait des feats sur les quais de Saint-Michel à l'époque. Je sais pas s'il en fait encore. Mais et en gros, il organisait des séances de sport collectif, tu vois. Ok. Donc moi, je voulais rencontrer du monde, je connaissais personne. J'arrive là-bas, je fais la séance et j'attends, tu vois, à la fin de la séance pour discuter un peu avec lui, machin. Je me présente, salut, je m'appelle Hugo, je monte un resto, machin truc. Il me dit ah bah tu devrais rencontrer Bastien, ce gars-là, machin. Il bosse à Sushi Shop. Ça pourrait être intéressant que vous discutiez, machin. Je me dis putain, Sushi Shop c'est pas mal. Il sait découper du saumon, il sait cuire du riz, il a un petit peu les fournisseurs, machin. Bon, ça peut être hyper intéressant de le rencontrer, quoi. Pour faire Du des coup, salades hawaïennes, du coup. Voilà, nickel. Mais t'as vachement de similitudes entre les restaurants japonais et les restaurants de poké. Ouais. Bah, c'est ça qu'on sent un peu cette vibe, bah, rien que déjà avec les sashimi, poisson cru et compagnie, quoi. Bah, avocat, riz vinaigré, Ouais. le poisson, toutes les sauces soja, les oignons frits, tout ça, c'est des trucs que tu... Et maintenant, tous les restos Jap, ils font du pokéball aussi, quoi. Ouais. Ils s'y sont mis normal. Et donc, du coup, je le vois une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, je lui parle du projet, je lui explique, machin, truc. Et au bout d'un moment, je lui dis, bon, bah, si ça te dit, on part ensemble, quoi. On part ensemble, on teste, donc on fait un resto. Avec l'argent du premier, je monte le deuxième. Donc, je le mets à la même hauteur de capital, tu vois. À chaque fois que tu remontes un deuxième resto, t'es obligé de remonter une nouvelle structure? C'est mieux. C'est mieux, ok. Ouais, c'est Pourquoi? mieux. C'est mieux parce que déjà, si t'en as un qui se casse la gueule, il a pas. Tu vois, c'est deux structures Ah qui oui, sont parce que. complètement Ok. différentes. S'il y en a une qui fait faillite, pour X ou Y raison, je sais pas, t'as un tram qui va se mettre devant chez toi, par exemple, et du coup, t'as 4 ans de travaux. Bon, bah forcément, ça va être très compliqué et potentiellement que tu vas devoir en fermer un. Si jamais les deux sont liés, tu vas devoir du coup utiliser toute la trésor du premier pour payer le deuxième. Ouais, ok. Donc c'est mieux de monter une deuxième boîte, quoi. Ouais, c'est ça. Et même pour vendre, après, c'est plus facile. Tu vois, si tu veux revendre un resto, c'est plus facile s'ils sont pas liés. Donc, on monte le deuxième ensemble. Ensuite, Covid. Tu vois, on monte le deuxième. Premier, juin 2018. Deuxième, octobre 2019. Mars Ah. 2020, confinement. Donc, on a 3 mois d'ouverture. On se dit, merde, qu'est-ce qu'on fait et tout. On appelle Deliveroo et tout. On appelle Uber. Est-ce que vous bossez? Est-ce que vous livrez? Parce que tu faisais pas du tout de livraison à ce moment-là? Si. Vous faisiez quand même un peu, ouais. Ouais, depuis le début, on faisait de la livraison. On était vraiment. On s'est construit avec la livraison aussi. Ok. Parce qu'en fait, tu peux pas choper un emplacement numéro 1 direct, ça coûte trop cher. Puis c'est un bon moyen d'évangélisation, en plus. Et de découvrabilité, pardon. Ouais, c'est ça. Et en plus, tu as le phénomène Pokawa, tu vois, qui nous a servi à commencer à démocratiser le poké aussi. Et eux se sont lancés exclusivement avec la livraison. Tu vois, ça, je savais pas. Et ouais, Il y a un Pokawa à Bordeaux? il y a 2 Pokawa à Bordeaux. Ok, je vois même pas 2 où c'est. Pokawa à Bordeaux, cours Victor Hugo et rue Georges Bonnac. Ah, ok. Ah oui, Georges Bonnac, en plus, je vois Ouais. très bien, j'habitais pas loin. C'est bizarre que je vois pas où il est. Mais alors, juste, je fais une aparté là-dessus, parce que ça, Ouais. c'est intéressant, les relations en concurrence. Vous êtes les numéro 1 et numéro 2 du coup du marché. Ouais. Vous vous connaissez, vous vous parlez. Est-ce qu'il existe quelque part, c'est la question que je pose toujours, c'est une sorte de WhatsApp obscur avec marqué chef de poké, tu vois, enfin chef de Pokéball et tout. Il y a un WhatsApp qui est pas obscur, où tu as, je crois, une centaine de dirigeants de franchise. Ok. Uniquement dans la food. Où Mais il y pas a que poké. effectivement, où il y a moi, où il y a Bart, le DG de Pokawa, et où il y a après plein de gars, des marques comme Pizza Cozy, Bagel Corner, Ok. Bagelstein, Five Pizza. Stylé. Et vous avez déjà parlé? Bah, on se voit tous une fois tous les trimestres à Paris. Vous Et faites on fait un événement, on fait une bouffe, on se marre. La dernière fois, on a fait du taureau mécanique au passage des panoramas en face Grosse du marade, musée quoi. Grévin. Voilà, on se marre, quoi. Ouais. On se marre. Et donc, du coup, avec ce concurrent, merde, j'ai Ouais. oublié son prénom. Bart. Avec Bart, vous côtoyez, vous parlez, Ouais, bien vous sûr. respectez, vous. Ouais, carrément. Bah, la dernière fois, on a dû passer 3 quarts d'heure à discuter quand cette fameuse soirée du taureau mécanique. Ok. On vient de faire le salon de la franchise, on était quasi voisins. Non, il y a une entente très cordiale. Et en fait, on se sert mutuellement parce que eux ont largement démocratisé le poké. Et nous, on vient dans leur sillage en travaillant le poké de manière quand même assez différente. Moi, j'ai tout fait pour me démarquer de Pokawa dès le début.
Même dans les couleurs, dans la sonorité de mes marques et de mes recettes, dans la direction que je prenais, même au niveau de l'identité culinaire, parce que je savais que ça allait être des gros. Et je me suis dit, si jamais un jour on me confond avec Pokawa, j'ai perdu. Ouais, en fait, si genre t'es le Pokawa de Wish, quoi, tu vois. Enfin, en fait, faut jamais être le numéro 2 en mode cheap, quoi, tu vois. En fait, il vaut mieux être numéro 2 en valeur, mais du coup avec une valeur perçue, tu vois. Alors, je sais pas si c'est le bon mot marketing, mais où quand même on a une estime de ta marque et de ce que tu fais qui est plus élevée, tu vois, par exemple, qui est plus premium ou plus cher ou un truc comme ça, quoi. Bah, t'as beaucoup eu l'histoire McDo Burger King ou Burger King avec leur histoire de steak grillé à la flamme. Paraissait, je sais pas, ils avaient une valeur perçue qui était plus importante que celle de McDo, qui était la fast-food un peu classique. Et du coup, McDo a dû essayer de se mettre un petit peu au niveau, tu sais, en rebrandant un petit peu le logo, en mettant du vert, en mettant des pommes. C'est vrai que les plus jeunes ne se rendent pas compte que c'est vrai que pour nous, le logo, il était rouge, quoi. Ah ouais. Maintenant, ils ont quand même bien réussi à l'ancrer dans nos cerveaux que le logo, il est vert, quoi. C'est clair. Moi, je vois toujours les frites rouges. Comme il y a les frites, ils ont quand même gardé ça, parce que sinon, il fallait pas perdre les gens, quoi. Tu vois, c'était hyper attaché, quoi. Et donc, du coup, donc, là, en fait, le bon enseignement, c'est déjà de dire, donc voilà, il y a un concurrent. En fait, c'est d'y voir le positif, de se dire, bah, en fait, surtout quand vous êtes en train de créer en fait une nouvelle catégorie de services ou de produits, dire bon bah en fait, en vrai, si on est pas mal là-dessus, bah, c'est bien, ça fait plus de monde pour évangéliser le marché. Tu vois, moi je prends juste mon exemple là pour illustrer. Nous, on est à fond, tu vois, dans l'influence B2B, etc. Aujourd'hui, c'est un marché qui va être énorme, je le sens. Et aujourd'hui, on est peut-être 2 ou 3 en France à le faire. Donc, il y a un côté cool parce qu'en fait, tu te dis, bah, en fait, tu vois tout l'océan et tu peux nager peinard. Tu commences à voir des gens, tu vois, qui viennent un peu là, qui viennent nager sur ta vague et compagnie. Puis en fait, tu te dis, bon, c'est pas grave, en fait, déjà, il y a plein de vagues. Et puis, ça éduque le marché. Hein. Je peux pas aller plus loin dans l'allégorie du surf, désolé, mais t'as pigé le truc, quoi. Tu vois, je me dis, bon, écoute, ça fait plus de monde pour aller chercher des gens et leur dire, les gars, l'influence, c'est un bon levier d'acquis, c'est un bon levier market, faut y aller, quoi. Donc, vous, c'était un peu pareil, quoi. Bah, il faut qu'il y ait une personne qui le fasse bien. Ouais. Il faut qu'il y ait une personne qui le fasse bien. Donc, si c'est toi, tant mieux. Si c'est pas toi, tant mieux aussi. Parce que du coup, tu as aussi un espèce de chemin à suivre et aussi à ne pas suivre. Parce que peut-être que dans le poké, je te dis une connerie, mais peut-être que depuis 2015, il y a des mecs qui essayent, qui en montent 1, 2, 3, qui en ferment un, machin, un truc, et qui n'arrivent pas, tu vois, à devenir global. Ouais. Et ces gars-là de chez Pokawa, ils ont réussi à devenir global et ils nous ont montré une manière de faire. Donc après, tu suis et après, tu trouves ta réelle identité. Tu trouves ta réelle identité et tu te construis aussi par rapport à eux. Donc, ça reste intéressant d'avoir quelqu'un qui te montre le chemin parce que tu as un peu un sillage, tu vois, à suivre. On peut prendre pour l'allégorie du surf, on peut prendre l'allégorie du wake. Donc, dès que même dans le vélo, quoi, tu te fous dans la roue du mec qui est premier, quoi. Tu as l'aspiration et puis c'est comme ça qu'on dit. On se met dans la roue, ouais. Tu fais du vélo ? Pas du tout, j'aime pas du tout. Et t'aimes le Tour de France ? Non. Je n'aime pas le Tour de France. Okay, Oula, je vais pas me faire que des potes là. Putain. Bon, on passe. Là, on coupera. Non, on coupe pas non plus. On laisse le Tour de France, on laisse le sida, on laisse tout ça. Un parallèle à faire Non, pas de parallèle. Ok, non. Ça marche. On disait quoi ? On parlait de la concurrence, le sillage du premier. Ah, le sillage. En fait, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui... Qu'est-ce qui fait que eux aujourd'hui, ils sont premiers ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ou est-ce qu'à un moment donné, je sais pas, ils ont levé des fonds, ils ont été plus malins sur telle chose ou quoi ? Est-ce que tu arrives à le voir ça ? Pourquoi ils sont à ce point numéro 1 ? Bah en gros, ils ont monté le truc en 2017. Vous avez de l'avance déjà. Voilà. Mais au-delà de ça, ils ont fait les bons choix. Donc tout de suite, ils ont fait je sais pas s'ils ont fait un partenariat ou pour moi c'était un peu fortuitement Noolita qui a mangé un poké. Noolita, l'Instagrammeuse. Voilà. Ou je sais pas si c'est eux qui l'ont livré. En tout cas. Elle s'est retrouvée à manger un poké et à mettre une story en disant c'est un nouveau truc qui vient d'arriver, c'est super et tout. Donc le lendemain, 500 commandes. Le truc, il a duré 10 minutes, ils n'avaient plus de riz. Donc ils ont dû arrêter le service et là, ils se sont dit, putain, il y a un truc à faire. Donc 3 mois après, ils montent leur premier resto. Et vu qu'ils sont à Paris, avec backupé un peu par Noolita, ils sont attendus comme jamais. Et 1 resto, 2 restos, 3 restos, 4 restos, 5 restos. Donc à Paris, forcément, tu as une zone de chalandise qui est absolument énorme. Et quand tu es tout seul à faire un truc à Paris, c'est juste Bordeaux, mais en x 1000, quoi. Ouais, c'est ça. Parce que du coup, ils doivent en avoir plein à Paris, quoi. Ouais.
Ils en ont énormément. Ils en ont dans chaque arrondissement presque, quoi. Bah, ils en ont très vite monté. Ils sont très vite montés à 20 restos, quasi que de la succursale, peut-être en espace de 2 ans, quoi. Ouais, ok, donc c'est lourd quand même. Donc, c'est énorme. Et du coup, ils ont attiré pas mal de notoriété. Ils ont grossi très vite et ils ont attiré aussi les fonds. Donc, ils sont mis avec, je crois qu'ils ont fait une levée de fonds en 2020 avec Vindis Capital qui sont un petit peu les spécialistes du retail. Donc, ils sont très forts pour implanter des nouveaux concepts dans des centres commerciaux, dans des zones à fort flux, dans du travel, tu sais, tout ce qui est gare et aéroport. Ouais. Et après, roule au compresseur, quoi. Bah c'est ça, parce qu'en fait, une fois que tu as le playbook de ça, parce qu'en fait, j'ai l'impression que c'est tellement difficile, mais une fois que tu as le playbook et que tu as aussi les gens pour dérouler, exécuter ce playbook, bah en fait, c'est des fois ça que tu entends des gens qui disent, tu vois, bah, j'avais écouté une fois un podcast avec Bius, tu sais, le mec, ancien Sandro Mage et compagnie, qui disait qu'ils avaient monté je sais plus combien de boutiques Sandro en l'espace genre, mais de 3 mois, quoi. Bah, eux, c'était vraiment leur spécialité. Justement, eux, le retail, c'est les number one en France, mais en fait, j'hallucinais en fait comme ils ouvraient en fait des boutiques, je sais pas, comme t'enverrais des mails, quoi, tu vois. Tu carrément. dis vas-y, j'ai 100 mails à envoyer, je déroule, quoi. Alors qu'en fait c'est hyper difficile, quoi, tu vois, trouver l'emplacement, faire ci, faire ça, déco, architecte, RH, SI, enfin tu vois, c'est un truc de fou, quoi. Ouais, puis après, il faut le processer aussi. Il faut trouver les bons gars, il faut avoir le temps de se tromper, de faire marche arrière, de retravailler dessus. Et ça pour tout. Pour les recettes, pour les achats, pour le RH, pour la formation, pour le process d'onboarding franchisé, pour le market, pour la com, pour tout. Donc c'est vachement long finalement d'essayer de se tromper, de revenir en arrière, de se retromper, d'itérer et d'arriver enfin à la bonne manière de faire. Toi, le playbook, tu l'as eu à partir du combienième? Parce que là, tu en as une vingtaine, donc j'espère que tu l'as le playbook et que tu fais pas encore au doigt mouillé. Je pense pas. Mais en fait, parce qu'au début, forcément, en fait, on fait des choses. Et en fait, à un moment donné, on le fait même de manière un peu naïve, de manière intuitive. Et je pense que je sais pas, c'est peut-être à partir du 3e, 4e qu'on commence à dire, vas-y, on va peut-être faire une procédure qui fait plusieurs pages et où on note les choses et après on le déroule, quoi. En gros, moi, mars 2020, confinement. Avec mon associé de l'époque, on se dit, on a toujours envie de se développer. On a des gars au téléphone qui nous disent, venez sur Paris, dans notre Dark Kitchen, machin. On se dit, vas-y, go. 6 mois après, on ouvre la première Dark Kitchen sur Nanterre. Une Dark Kitchen sur Nanterre, ensuite une sur non. On va peut-être expliquer aux gens ce que c'est une Dark Kitchen. Une Dark Kitchen, parce que ça semble très obscur comme ça, mais c'est tout à fait légal. Une Dark Kitchen, c'est un espèce d'entrepôt où c'est un resto, mais que pour les livreurs, quoi. Ouais, c'est ça. Que pour les Uber Eats, Deliveroo et consorts. Ouais. Pourquoi tu l'expliques beaucoup mieux que moi? Je sais pas. Peut-être l'expérience, peut-être l'âge. Mais en gros, c'est 15 mètres carrés où tu produis et t'envoies des sacs. Voilà. En fait, tu peux pas venir bouffer sur place, quoi. Non. Et tu as une quinzaine de labos, chacun a sa marque. Des fois, tu as plusieurs marques dans un labo. Donc, des fois, tu as des labos de 30 mètres carrés. Tu as même des Dark Kitchen avec des fake marques, avec des marques no-name qui sont créées uniquement pour... parce que vous étiez quand même une marque avec un... tu avais déjà 2 restos à Bordeaux à ce moment-là? Ouais. Tu avais déjà 2 restos, donc voilà, vous êtes pas sortis de nulle part, vous avez pignon sur rue. Alors qu'il y a des gens, ils créent des marques maintenant seulement pour les Dark Kitchen. Tu vois, tout comme moi, avant, j'étais dans le textile. On créait des marques seulement pour les foot sur chambre privée, VIP et tout. C'est des marques qui existaient nulle part. Mais du coup, en fait, on les créait juste pour ça. En fait, tu créais une marque juste pour aller là où il y a de l'audience, où il y a du passage. Et donc, où est-ce qu'il y a du passage? Sur Uber Eats, Deliveroo et compagnie. Et tu te prends pas, du coup, tous les emmerdements. Et t'as plein de du loyer, des salariés et compagnie, quoi. Un petit peu, mais moins, quoi. Oui et non, parce que le loyer, finalement, était beaucoup plus cher dans les Dark Kitchen. Ah ouais? Et le turnover était beaucoup plus élevé dans les Dark Kitchen. Ok. Bah ouais, parce que tu bosses, je te dis pas dans le noir, mais tu vois pas de clients, t'as pas de fenêtre, t'es dans un labo de 15 mètres carrés. C'est pas hyper stimulant, finalement. Tu vois. Donc, on a monté première Dark Kitchen à Montreuil, je crois, ou à Nanterre. Je crois que c'était à Montreuil. Après, on a monté la deuxième à Nanterre. Après, on a monté la troisième à Saint-Ouen. On a fait une concession de marque avec un partenaire à Pigalle. Donc, on avait 4 antennes, tu vois. Moi, je me suis battu pendant 1 an pour les faire marcher. Ça n'a jamais fonctionné. Ah ouais, ça n'a pas fonctionné. J'ai perdu 250 000 balles. Au bout d'1 an, je fermais tout. Et qu'est-ce qui a fait? Comment tu l'expliques que ça n'a pas marché? Moi, en fait, avec mon associé de l'époque, moi, j'avais monté la marque en fait en propre. Je l'avais mis. On avait chacun fait nos holdings. On s'était vraiment séparé nos
nos billes. Parce que moi, j'avais pas envie, tu vois, si un jour ça se passe mal, de se retrouver pieds et poings liés avec un gars juste parce qu'on s'était tapé dans Donc la avec main le un jour, cuisinier. tu vois. Voilà, c'est ça. Ce que je te disais tout à l'heure, mais en fait, c'est vrai que le truc de monter une boîte par resto, du coup, c'est vrai que ça limite le risque. Bien C'est sûr, vrai que tu peux en monter d'autres sans lui. c'est ça. Mais vu que le deuxième, on l'avait monté avec l'argent du premier, on a fait exactement la même structure capitalistique, tu vois. Ok. Même si j'ai fait plus que lui, c'est pas grave. Lui, il gérait le premier en même temps. C'était son boulot en même temps. Moi, je voulais développer. Lui était là pour faire pour trouver les recettes, faire la cuisine et former les gars. Finalement, quand on a monté les Dark Kitchen, il s'en est plus occupé que moi parce que c'était quasi que de l'opérationnel. Et moi, je gérais un petit peu plus de Bordeaux. Les restaurants de Bordeaux, plus le marketing, la com, les process, les machins, tout ça. Et en fait, c'est là-dedans qu'on s'est un petit peu perdu. Et c'est là où ça commençait à déconner, quoi. C'est Parce dur, que, les associations. Hein. ouais, et puis ça marchait pas à Paris, ça marchait pas. Personne nous a attendu pour manger du poké. C'est vrai que là où Pokawa, en fait, là, tu vois, on parlait tout à l'heure le sillage dans la roue, tout Ouais. ça. Par contre, le côté négatif de ça, c'est que. Alors, nous, à Bordeaux, je pense qu'on dit on se fait un poké. Mais est-ce qu'à un moment donné, en fait, à Paris, justement, ils disaient pas on se fait un poké, ils disaient on Mais se fait un Pokawa, quoi. C'est sûr. C'est Donc, sûr. c'était devenu un mot générique. C'est un peu comme frigo, enfin, frigidaire, ou passe-moi un Kleenex, ou des Kleenex, trucs comme ça, qui sont de Carrément. base des marques qui sont devenues des noms communs, en fait, quoi. Non, mais c'est clair. Et donc, du coup, quand tu arrives en terrain conquis, c'est un petit peu plus compliqué. Et en fait, les Dark Kitchen qui marchent, comme je t'ai dit, c'est celles soit qui avaient une marque, par exemple Napoli Gang. Napoli Gang, c'est Big Mama. Ok. Donc, c'est la Dark Kitchen de Big Mama. Ils avaient une exclusivité avec Uber Eats. Et eux, ils se faisaient cartoucher. Vraiment, ils faisaient 250 pizzas. Ils étaient en face de nous. Ils faisaient 250 pizzas le soir, quand nous, on faisait 50 pokés. Ok. C'était déjà cool, tu vois, 50 pokés, mais c'était pas assez parce qu'on avait trop de charges. Il y a 4 500 € de loyer, je crois. Ah, c'est gueudin, putain. C'est un La business de dernière ouf, ça. Hein. kitchen, ouais, c'était un truc de ouf. Donc ça nous revenait beaucoup trop cher, donc on n'a jamais atteint le seuil de rentabilité. Et finalement, les plateformes qui te prennent 30%, bah, ça te met à sac, quoi. Ouais. Ça te met à sac et tu es obligé de vendre tes pokés plus cher, mais du coup, tu as Pokawa derrière qui les vend moins cher, puisque lui, il peut vendre à emporter en surplace. Donc, enfin bon, c'était le bordel. Tu vois, c'était le bordel. Et Donc, mauvais move, ça, bim. mauvais move, au bout d'un an, j'ai cramé. En fait, j'ai cramé la trésor des 2 boîtes sur Bordeaux. Au bout d'un an, j'ai dit, il est hors de question que je m'endette pour ça. J'arrête. Ok, J'ai tout fermé, j'ai liquidé la boîte et terminé, bonsoir. ok. Donc, et c'est Là, là que t'es je me bien à suis ce dit, moment-là ou quand même tu te sens un peu comme une demeure ou quoi comment tu le vis là à ce je suis moment-là? une grosse merde. Ouais. Je suis une grosse merde, ça se passe pas bien avec mon assos. Il est pas bon, quoi. Il est pas bon, il se lève pas, et il ment tout le temps. Ah ouais, donc Il là, même commence c'est à dire embrouille, des ouais. saloperies et tout. Ouais. Mais je savais qu'il avait cette manière un petit peu d'être, mais je pensais pas à ce point, tu vois. Ok. Donc là, je commence à lui dire, écoute, moi, je veux plus me développer avec toi, je préfère faire mon truc de mon côté. Donc moi, je vais monter un autre resto. J'ai monté un autre resto à Nantes. La En marque même temps- t'appartient? Ouais, la marque m'appartient. Tu l'as Dès le déposé à début. 100%, ouais. Ouais, Ok. dès le début, la marque m'appartient parce que je savais que c'était moi qui avais monté le concept, c'était moi qui y avais pensé, c'était moi Mm. qui avais trouvé le nom. Donc aucune raison, tu vois, De le partager. de ouais. partager ça, quoi. Ouais. Et franchement, j'aurais largement pu partager plus tard si jamais, tu vois, l'histoire prenait de l'ampleur et qu'on arrivait à bien se coordonner. Ok. Ça n'a jamais été le cas, donc voilà, quoi. Vous êtes toujours associé là ou c'est fini? Non. Non. On est associés sur les 2 premiers, Donc ça mais reste. le reste, c'est terminé, tu vois. Ok. Chacun a sa holding. Moi, ma holding, du coup, est devenue société franchiseur et basta. Ok, très bien. Donc là, on est donc, juste après le Covid. Non, Et en 2021. même temps, et tu vois, en même temps que les Dark Kitchen, je monte la première franchise. Ah oui, donc il y a quand même eu du bon cette année-là. Ouais. Ou c'est peut-être pas bon, j'en sais rien. Si, c'est Si, super. Ça s'est bien passé là. À Bègle, Rive d'Arcin, dans le centre commercial, Ok. un gars qui s'appelle Stan qui vient nous voir, qui nous dit voilà, avant le Covid, donc avant qu'on ait même monté le 2e restaurant, qui vient nous voir et qui nous dit écoute, je suis allé voir Pokawa, je suis allé voir Melo Balls, à l'époque c'était un acteur local du poké à Bordeaux. Je suis allé voir machin, maintenant je viens vous voir vous, est-ce que vous franchisez? On lui dit bah, pas du tout. Mais par contre, on est intéressé, donc si jamais tu es prêt à être un peu le crash test, on peut te Ouais. faire des conditions financières qui sont cool, et on va se tromper, c'est sûr, mais il y a moyen que ça donne quelque chose de bien, quoi. Donc en fait, en même temps, j'avais eu le développement en succursale, le développement en Dark Kitchen, full livraison, et le développement en franchise. Et en fait, après avoir fermé les Dark Kitchen, je me suis dit, en fait, il faut que je me mette sur la franchise.
À fond. C'est ce qui m'amène le plus de sérénité, c'est ce qui m'amène le plus de kiff aussi, d'accompagner quelqu'un dans la réussite, sans se taper, tu vois, toutes les merdes du quotidien de restaurateur. Ouais. Parce que quand tu as déjà 2 restos, bah forcément, tu as une quinzaine d'employés, c'est 15 fois plus de problèmes que si tu étais tout seul, tu vois. Avec le turnover, le machin, enfin ouais, la RH dans la restauration, c'est un vrai métier à part, quoi. Ouais, ça peut être compliqué. Celui qui se lève pas, celui qui te met en arrêt maladie, celui qui veut plus venir du jour au lendemain parce qu'il s'est embrouillé avec son collègue, etc. etc. Donc là, j'avais déjà les 3 choix et je me suis dit full franchise à fond. Donc là, tu me parlais du playbook, on a commencé à le bosser Ouais. avec Stan, à Bègle, Rive d'Arcin, pendant l'ouverture en 2020. On a Ok, donc quand même très tôt, quand même, ouais. Ouais. On a commencé à bosser ce process et ensuite, il s'est affiné au fil des ouvertures. Et on a commencé à avoir quelque chose de très solide en 2023, je pense. Ok, donc en fait, assez récemment, je pense que 2023, c'est quand on s'est rencontrés. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, donc, du coup, il y en a une vingtaine. C'est Ouais. quoi, vous êtes plutôt, on en parlait, je sais pas si c'était pendant l'enregistrement ou c'était en off tout à l'heure. Vous êtes très atlantique, hein, c'est ça? Ouais, on est à Caen, à Nantes. On a un restaurant à Paris 9, un restaurant à Nanterre. Et après, tu descends sur... Ah non, il y a Tours, Blois, et après sur Bordeaux. Bordeaux, région bordelaise, La Teste, et après, on a Dubaï, Saint-Barth. Ok. Vas-y, on fait juste une aparté là. Dubaï Saint-Barth, c'est un délire, comment ça se passe là? Dubaï, c'est un copain de la famille Ok. qui habitait là-bas, maintenant il est revenu en France, mais qui habitait là-bas, qui avait déjà un restaurant de burgers. Il a eu l'opportunité de reprendre son voisin. Et il s'est dit, il m'a appelé, il m'a dit, je te suis depuis le début, là, ton truc que tu fais à Bordeaux, ça me plaît bien, ça a l'air sympa, j'aimerais bien monter un sur Saint-Barth, est-ce que ça te dit? Dubaï ou Saint-Barth? Saint-Barth. Ah, ouais, Saint-Barth. J'ai dit Dubaï? Ouais. Ah non, Saint-Barth. Ça, c'était, Ok. Saint-Barth, c'est le premier. C'était pendant le confinement aussi, donc... C'est où déjà Saint-Barth? Putain, le mec, 2021. je suis illettré, pardon. C'est à côté de Saint-Martin, Guadeloupe, Martinique. Ah, j'allais dire, ouais, c'est ça, c'est aux Antilles, ouais. Ouais, c'est Ok. ça. Et j'espère que je me trompe pas. Les gens iront vérifier sur Google et mettront en commentaire si on est des gros teubés qui putain, je te ne savons pas placer Saint-Barth sur une carte. En plus, j'y suis allé, je devrais savoir. Mais non, mais si, c'est là. Ok. Si, je suis sûr de moi. On Et embrasse donc, les Antilles, du coup. et donc Saint-Barth en premier, je crois que c'était en mai 2021. Donc pendant le 2e confinement. Ah, il y a eu un deuxième confinement en 2021? Je me rappelle même pas. Moi, j'ai fait que le premier. Le deuxième, j'ai pas aimé le premier, j'y vais pas. Toi, t'allais courir aussi, faire genre... Je Tu faisais faisais genre genre que t'allais j'allais courir. courir, mais moi, en vrai, non, j'étais assez sérieux parce qu'en fait, moi, j'étais très content d'être chez moi. Ah ouais? En fait, moi, j'étais un mec qui, pour moi, par exemple, ne pas venir au boulot, c'était un truc de feignasse, tu vois. Donc, même moi, quand je me mettais un parpaing le jeudi, c'est quand je venais pas le vendredi, tu sais, j'avais honte vis-à-vis de mes salariés. Ouais, Alors, en fait, je vois. aujourd'hui, c'est tout, je suis en télétravail, quoi. Tu sais, pour moi, télétravail, c'était un truc de faible, tu vois. C'était... Ouais, je vois. Mais ce qui est complètement con, a posteriori, c'est ça qu'aujourd'hui, ça paraît évident. Mais en fait, franchement, avant 2020, donc il y a que 5 ans, c'était Mais pas c'est- si évident que ça. C'est clair. Mais c'est clair. Tu vois, vous qui êtes derrière la caméra, vous êtes une génération et vous savez pas ce que c'est une vie sans le télétravail, quoi. Le télétravail, c'était un truc de glandeur. Tu vois. C'est clair. Je pense que ça l'est toujours, mais au moins maintenant, il y a Ça le dépend stamp, pour qui. tu vois. Ça Bon, dépend bref, pour qui. je vais encore pas me faire des potes là si je dis ça, mais. Et donc Saint-Barth, et du coup, il me dit, ouais, ça te dit de monter un resto à Saint-Barth. Je lui dis, vas-y, feu. Il me dit, j'ai déjà le local. Donc nickel. Donc, du coup, pareil, en mode franchisé. Ouais, Ok. franchise. Et Dubaï, c'était il y a 6 mois. On a fait l'ouverture il y a 6 mois. Et pareil, c'était une Camélia, du coup, qui a suivi un petit peu le développement en France, qui habite là-bas, qui a travaillé dans la banque pendant des années et qui avait envie de monter son resto, quoi. Putain, canon. Ok. Par contre, là-bas, c'est de la dark kitchen. Ok. C'est de la dark kitchen à Dubaï parce que c'était trop compliqué de monter un restaurant sur Dubaï. Et il faut savoir que là-bas, 90% du marché de la restauration, je crois, est en livraison. Tu peux tout te faire livrer. Ouais, ok. Ouais. T'es aux toilettes et t'as plus de PQ, tu peux te faire livrer un rouleau de PQ, quoi. Ok, sympa. Sans souci. Et du coup, on a commencé en dark kitchen. L'objectif, c'est d'en ouvrir 2, 3 pour ensuite arriver sur un restaurant physique, mais de ne pas prendre le risque de monter un restaurant physique dès le début parce que la manière de consommer du poké à Dubaï est tellement différente de celle en France que si notre manière de faire du poké en France ne plaît pas à Dubaï, du coup, tu mets 500 000 balles sur la table pour monter un restaurant qui finalement n'a pas vocation à exister puisque le marché n'est pas Ouais, ne pas adapté. pour nous en fait là-bas. Si c'est leur manière de consommer du poké qui fonctionne, moi je vais pas changer tous mes produits et toutes mes recettes
dans ces cas-là, autant monter notre marque, tu vois. Ouais, je comprends. Donc, on a fait on a glocalisé un petit peu, donc on s'est adapté aux produits locaux aux besoins locaux. Mais sur 80% de la carte, elle est identique en France, quoi. Ok, ouais, je comprends. Mais du coup, c'est-à-dire que là, on parle beaucoup de la franchise. C'est-à-dire qu'on est d'accord pour des restos comme vous. Et tu vois, moi, je vois mon pote Edouard avec Gruppo Mimo. Ou je vois pareil, là, les copains de Père et Fiche, leur vision qu'ils ont là du futur de la marque. Ouais. On est d'accord qu'en termes de rentabilité et de scalabilité, c'est le meilleur chemin à prendre quand t'as une belle marque de restaurant. La franchise? Ouais. En fait, pourquoi ce choix-là? Et pourquoi ne pas le choix, en fait, d'aller remonter un restaurant propre à Lyon, un restaurant propre à Marseille, un restaurant propre... En fait, c'est... T'as deux chemins, enfin, t'as trois chemins. Soit t'es succursaliste, tu montes que des restaurants propres. Et du coup, dans les succursalistes, soit tu fais de l'autofinancement et t'attends, du coup, à chaque fois que ton restaurant passé te rapporte suffisamment de cash pour pouvoir constituer la trésorerie pour monter le prochain. Ouais. Donc, grosso modo, tu en montes un par an, ce qui est déjà vachement bien. Soit tu fais une levée de fonds et t'envoies 10 restaurants par an. Ok, donc ça, c'est le choix numéro 2, ça. Voilà. Non, ça, c'est les deux variantes des succursalistes. Ok, donc c'est un A et un B, quoi. Voilà, c'est Ouais. ça. Soit tu fais de la franchise et tu es un peu puriste de la franchise, et donc un peu comme moi. Donc tu fais un resto pour tester le concept, un deuxième resto en mode pilote que tu présentes aux franchisés, et ensuite tu n'envoies que de la franchise. Et là, pareil, tu as deux choix, levée de fonds, pas levée de fonds. Donc levée de fonds, forcément, t'en montes comme Pokawa 20-25 par an. Pas levée de fonds, bah, tu es plus au début à 2, 3, 4, 5, jusqu'à arriver plus tard à, comme nous, à peu près une dizaine d'ouvertures par an. Ouais. Soit tu fais les deux. T'as levé des fonds, toi? Non. Ok. C'est T'as pour 100% de ta boîte aujourd'hui. 100% de ma boîte. C'est beau, ça. 100%. Et j'ai même jamais fait de prêt. Ok. Sur la holding, sur la tête de réseau. Sur les restos, forcément, tu es obligé de faire un prêt. Ouais, oui. Mais sur la tête de réseau, je suis en autofinancement. On aime. Et après, troisième possibilité, soit tu fais les deux. Succursale plus franchise. Et là, c'est un métier qui est très compliqué. C'est un métier qui est hyper compliqué parce que si tu fais de l'autofinancement en succursale et en franchise, il faut que tu montes une équipe pour développer tes succursales qui te rapporte plus de cash, enfin qui devrait te rapporter plus de cash puisque c'est toi le propriétaire. Mais du coup, il te faut des directeurs régionaux, des directeurs d'exploitation, des directeurs opérationnels, des RH, des machins, des trucs, juste pour gérer tes 15-20 restos que tu as en propre. Et C'est ensuite, tu as un développement de front à mener sur le développement en franchise. Et forcément, va falloir te trouver entre eux, est-ce que je privilégie les développements en succursale ou les développements en franchise? Si tu privilégies tes restos en succursale, les franchisés, ils vont le sentir, ils vont le savoir, ils vont se dire, ouais, il y a des trucs bizarres qui se passent, machin, truc. Ouais, il m'envoie au casse-pipe pour évangéliser la ville et après, il me met un autre resto en face de moi. C'est quoi. ça. Ouais, après, tu as des conflits d'intérêts, ça peut être très compliqué. Et quand tu as ton équipe succursale qui commence à tomber, je sais pas, tes deux grosses têtes qui se barrent. Tu n'arrives plus à gérer tes 15 restos. Donc, du coup, tout le monde va mettre ses efforts pour sauver les 15-20 restos succursales parce que c'est eux qui font marcher un petit peu la boîte. Plus personne s'occupe des franchisés. Les franchisés, ils sont pas contents. Ouais, donc il y aura un petit côté schizophrène qui est peut-être pas sain sur le long terme, quoi. C'est ça. Ok. Donc toi, là, aujourd'hui, tu as pris le chemin, du coup, plutôt... Full franchise. 1A. Du coup, franchise, bootstrap. 2A. C'était 1A, c'est succursaliste. Ah oui, non, pardon, c'est 2A, 2, c'est ouais. franchise, C'était pure le 2, player ouais. de la franchise. J'ai essayé de faire le mec, putain, ça a loupé, mec. L'objectif, c'est de dire aux franchisés, en gros, on n'a pas de restaurant en propre, hormis le restaurant pilote, mais on est obligé, tu vois, pour tester, pour se tromper, pour faire les formations et tout, on est obligé d'avoir un resto. Mais en gros, on n'a pas de restaurant en propre. On ne veut pas en monter. Donc, 100% de nos revenus viennent de vous. Si vous n'êtes pas content, on ne gagne pas d'argent. Donc, l'objectif, c'est que vous gagnez le plus d'argent possible pour que vous montiez le plus de restaurants possible et que nous, derrière, ça nous génère le plus de revenus possible. Parce que tu as déjà des franchisés qui en ont plusieurs? Ouais. Le plus gros, il en a 4. Ah oui, il est chaud. Ouais. Il est où, lui? Lui, il est... pour l'instant, il y en a 3. Il a Sainte-Eulalie, Langon et Angoulême. Il vient d'ouvrir Angoulême. Et là, il est en train de récupérer le restaurant de Rive d'Arcin.
Parce que Stan, ça fait plusieurs années qu'il bosse dedans. Et... C'est le franchisé 1, lui. Ouais, c'est ça. Et il a envie de passer à autre chose, quoi. Ok. Ok, donc méga intéressant. Et aujourd'hui, quand on en est à ce point de ta life d'entrepreneur, toi, t'as quoi? Ouais. T'as 30 ans et quelques? 31, ouais. Donc du coup, ça va bientôt faire 10 ans que t'as le projet dans ta tête. Parce qu'on est d'accord, Grave. ça a émergé en 2016, t'as ouvert en 2018. Ouais. Donc là, ça fait quand même, donc ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans qu'on 8 ans bosse. sur une aventure, ça commence déjà à faire pas mal, hein. Souvent, On fête nos les 7 gens ans en parlent juin, de là. 10 ans un peu, tu vois. Ouais, on fête nos 7 ans en juin. Donc Ah oui, il me putain, reste encore je suis 3 né ans en à maths, fond, ouais, tu vois. 2018. Donc ça Il me fait reste, 7 ans. il me reste 3 ans à fond. Après, forcément, tu as des cycles de l'entrepreneuriat qui sont différents et tu perds un petit peu de réactivité, de dynamisme, d'idées, d'envie. Sachant que t'es tout seul. C'est ça que mais moi, je suis pareil que toi. En fait, moi, je trouve que s'associer, c'est hyper dur. Mine de rien, moi, j'ai eu beaucoup d'associés. Ça s'est quand même souvent plus ou moins bien passé, hein. J'ai eu quand même des clashs. Mais j'ai jamais trouvé mon âme sœur Ouais. entrepreneuriale, tu vois. Comme j'ai pu trouver ma femme dans la vraie vie, qui est mon âme sœur en business. C'est beau, J'ai ça. jamais, ouais, ça c'est un petit message. Je sais qu'elle écoute pas mes podcasts, donc je m'en fous, tu vois. Mais tu t'imagines quand même la seule personne qui écoute pas mes podcasts, c'est ma femme, quand même. C'est beau ça. Ouais, bim, tu vois, ça pareil, ça on le cut pas, comme le sida et comme la De toute géographie. façon, elle regarde pas, donc Ouais. elle aura Qu'est-ce pas qu'on- le pic. ouais, on s'en fiche, mais bon, je l'aime quand même. Merde, je me suis autocoupé, je me rappelle même plus. On Ah part- oui, on parlait donc du coup des associés. Ouais. Donc toi, en fait, aujourd'hui, ça fait du coup, on arrive bientôt en fait à la fin, on va dire un peu de ce cycle de 10 piges, quoi. Toi, en fait, aujourd'hui, comment tu vois le truc? Est-ce que tu as encore la dalle pour repartir dans 10 piges supplémentaires? Est-ce qu'un jour, tu voudrais mettre un boss à ta place, hein, une sorte de directeur général ou CEO, directeur des opérations? Ou est-ce que tu voudrais revendre? Enfin, je suppose. Déjà, est-ce que tu as même sûrement déjà été approché là-dessus, tu vois? Bon, il y a peut-être des choses qu'il faut pas dire, mais. Non, si, oui et non. En fait, t'as des mecs sur LinkedIn qui t'appellent Salut, vous serez intéressé pour vendre votre boîte parce que j'ai un client qui voudrait racheter. Non. Tu vois, ça, je les écoute même pas parce que ça m'intéresse pas pour l'instant. Ouais. J'essaie de m'intéresser à comment ça doit être fait et quels sont les us et coutumes en gros de de ce move-là parce que c'est quand même assez spécifique, Ouais. je pense, vendre sa boîte. Et tu peux vite te faire baiser dans l'histoire. Ouais. Il y a je pense, deux, trois histoires qui sont. Qui sont un peu cas d'école, tu vois, pour pas se faire sortir bêtement. Mais en gros, j'ai pas encore, je sais pas encore. Pour l'instant, je m'éclate. J'ai eu une phase l'année dernière qui était très compliquée, même niveau perso et tout, où je me sentais pas bien, où j'avais zéro temps pour moi, où je prenais pas soin de moi, où vraiment c'était compliqué, tu vois. Et là, en fait, je reprends énormément de plaisir à bosser. Et autant l'année dernière, j'aurais pu te dire, franchement, j'ai envie d'arriver à cet objectif des 50 restaurants juste pour pouvoir dire je l'ai fait et ensuite pouvoir passer la main à quelqu'un qui, pas forcément à un fond, tu vois, mais à quelqu'un qui pourra amener le réseau à 100 restos parce que moi, j'en serais pas capable. Et ça a du sens, Tu c'est un vois. jour qu'un Pokawa, Ouais. en fait, vous prennent, en fait, limite, tue la marque du numéro 2 et mettent la marque Pokawa à la place. Ça a du J'en sens, sais ça, rien. ou ça en a pas, en fait? J'en sais rien. Je Oui, pense ça en a pas vraiment, parce qu'en fait, ce qui est fort, c'est la marque. Donc, en fait, s'ils rachètent au prix fort pour qu'il ait une marque, ça se fait pas, quoi. Ouais, non, puis Pas d'intérêt, quoi. aujourd'hui, on n'est que deux sur le marché, hein, globalement. T'as un petit troisième, t'as un tout petit quatrième, mais t'as vraiment peu de concurrence. Donc, tu es le seul concurrent. Je dirais même que ça serait même se mettre une balle dans le pied, quoi. Ouais. Est-ce que c'est même pas, en fait, parce que du coup, en fait, est-ce que le marché, en fait, du coup, il est si gros? Ou est-ce qu'en fait, du coup, est-ce qu'on est encore au début et le marché va être énorme? Ou est-ce qu'en fait, vous vous dites, on est peut-être aussi, alors on arrive au plafond et ça va être compliqué d'aller chercher beaucoup plus? Bah pour moi, on est vraiment au tout début. Ok. On est vraiment au tout début. C'est un marché de niche. Tu n'auras jamais autant d'acteurs dans le poké que dans la pizza, le tacos, le kebab ou le burger. Parce que j'allais te dire, est-ce que vous, votre ambition, c'est de dire qu'un jour, le poké, c'est un peu comme le kebab, quoi. C'est une institution dans le top 3, 4 des choses qu'on mange quand on a envie de manger en restauration rapide, quoi. Non, parce que je pense que ça sera jamais le cas. Ouais, ok. Ça reste un marché de niche. Le poké remplacera pas le sushi, tu vois. Autant ils l'ont fait avec le sushi, mais le poké, je pense que c'est comme la salade, tu vois. T'as peu de réseau de salade finalement. T'as Eat Salad, T'as Eat Salad chez nous. Salad & Co.
Ouais, tu vas avoir... mais Salad Co, je crois qu'ils sont beaucoup... Ou c'est presque un buffet. Hein. Ouais, je sais Moi, je plus, vais des fois le mercredi avec ma fille. Tu vas avoir Mister Garden qui sont beaucoup à Paris, beaucoup en succursale. Tu vas avoir Jour qui vient de se faire racheter. Je crois qu'ils étaient en liquidation judiciaire. J'ai dit judiciaire il y a pas longtemps. Ils viennent de se faire racheter par je sais plus qui. Mais t'as pas 20 acteurs quoi. Ouais, ok. Ouais. Donc je pense qu'on peut atteindre un marché qui est aussi important que la salade, peut-être même un petit peu plus important parce qu'on va prendre des parts de marché au sushi, mais ça sera jamais. T'auras jamais 15 restaurants de poké dans une même ville de Provence. Ouais, ok. D'après moi. Tu as des tailles critiques que tu peux pas dépasser. Et toi, du coup, là, c'est quoi tes enjeux là, sur les. Plus, je crois que j'ai commencé à te poser cette question là juste avant et tu me dis, bah, suivant, on appuie sur Rec, de toute façon, on en parlera. C'est quoi, toi, du coup, les enjeux? Alors, on va peut-être pas dire sur les 10 prochaines années, mais au moins sur les 3 prochaines. Est-ce que, genre, aujourd'hui, ton enjeu, c'est de monter combien de franchises par an? C'est de. Faut même pas parler d'histoire de chiffre d'affaires, tout ça et tout, parce que limite, en fait, presque ça m'intéresse pas. Ouais. Mais alors, tu vois, la KPI du nombre de restaurants, ça, c'est une KPI qui est intéressante, ça donne un bon ordre de grandeur. C'est quoi l'enjeu là? L'objectif, ça serait d'atteindre 50 restaurants sur. On avait dit fin 2026, mais je pense que ça sera pas réalisable. Tu vois, on avait visé un petit peu trop haut. Et je pense 50 restaurants à fin 2027, c'est quelque chose qui est réalisable. Putain, là, c'est demain 2027, comme c'est dans 2 ans. Ouais, putain. T'as regardé ta montre pour regarder la date? C'est pour faire un effet de style, tu vois. Mais je fais pareil. Parce que mais le pire, c'est qu'en plus, moi, elle ne marche même plus là en ce moment, ma montre. Mais des fois, je la regarde même pour, pareil, pour faire ça genre. allait tellement vite que j'ai Ouais. rien vu. Ouais. Parce que. Et donc, ça veut dire monter une quinzaine. Donc, en fait, presque une par mois, quoi. Bah là, aujourd'hui, cette année, on en a une dizaine de plus de prévus. 10, 12. Donc, on devrait arriver déjà à la fin de l'année à la fin de l'année 2025 Entre 30 et 35. à 30-32. Ok. Donc, finalement, après, il nous en restera 18 à faire en 2 ans. Parce Ah que bah. tu vois, 2027, tu as jusqu'au 31 décembre 2027. Ah, c'est quoi. vrai, t'as le droit à Donc, ça. j'ai le droit. Ouais, t'as le Donc, droit. finalement, il y a 3 ans. Ok. 3 ans, 30 restos, sachant qu'il y en a déjà 10-12 de signés. Ça fait qu'il en reste plus que 18 à trouver, sachant qu'il y a ceux qui vont en monter d'autres, tu vois. Ouais. Tu as ceux qui sont déjà dans le réseau, qui vont se développer, qui veulent déjà se développer. Donc, j'imagine que dans les 18, tu en as peut-être 5, 6, 7, 8, où ça va être des franchisés actuels qui vont juste monter leur deuxième, leur troisième ou leur quatrième. Ouais, donc on est ongoing là. Ouais, Voilà. on est... Donc, tu as une dizaine de franchisés à trouver et à ouvrir en 3 ans, en gros. Ok. Et Ça toi aujourd'hui, du coup, en tant que CEO d'Aiko, Ouais. ton boulot, c'est quoi, grosso modo Vas-y, en vrai, ça va être la transition parfaite, parce que je questionne toujours les invités un peu sur leur organisation, sur la fin des épisodes. Toi, du coup, est-ce qu'il y a des semaines types, des journées types, ou est-ce que c'est un peu freestyle quand même? Franchement, c'est freestyle grave. Et même mon boulot, je ne saurais même pas le définir. Je suis 360, je suis même 720, tu vois. Ouais. Je suis en opérationnel un petit peu, je suis en ouverture quand il y a des ouvertures, je suis en accompagnement avec des franchisés quand il y a des sujets un petit peu plus stratégiques et techniques. Je vais être sur de la stratégie globale, sur du market comme stratégie B2B, stratégie livraison, stratégie off-promo. C'est moi qui fais toutes les cartes et tous les éphémères, c'est moi qui les sors. Donc c'est moi qui les teste, c'est moi qui fais les fiches techniques avec mon animateur, formateur réseau. Mais en gros, je suis un petit peu sur tout ce qui se fait dans la boîte. Ok. Donc je suis partout et absolument nulle part à la fois. Mais j'aime bien avoir un regard sur tout ce qui se passe pour pouvoir sortir des trucs de qualité à chaque fois. Combien de personnes dans l'équipe là, à date? On est 6. Ok, donc ça Moi veut dire on compris. reste quand même dans petite équipe. Ah quoi. ouais. C'est Tu sais pour que ça moi, aussi que 6, moi je veux rester c'est franchisé. mon sweet spot. Ouais. En fait, dès que tu dépasses même les 8, 9, 10 salariés, Ouais. c'est le moment où moi je commence à être moins à l'aise et en fait, c'est le mot où je me sens pas bon, quoi, tu vois. Ouais. Alors que 5, 6, il y a le côté un petit peu équipe de hand, tu vois, un petit peu côté les experts, quoi. C'est pour ça aussi que moi je vais être franchiseur et pure player de la franchise. Mhm. Ça te permet d'avoir une toute petite équipe. Ouais, c'est Tu vois. le top, ouais. Dès que tu montes 10 restos en succursale et que tu as 4 personnes de plus juste pour gérer les 10 restos, et Ouais. puis tu parles pas le même langage, tu vois. Ceux qui gèrent les succursales et ceux qui gèrent la franchise, ils vont pas parler le même langage, donc c'est un peu spécial. Mais ouais, nous on est 6, donc tu vois, on a market digital, market opérationnel, directrice marketing, achat développement opération et formation animation. Ok.
Et moi, en gros, je m'occupe un petit peu d'accompagner sur toutes les phases de travail de mes équipes au quotidien. Ok. Plus après, j'ai des tâches que je fais moi, mais tout ce que je peux déléguer, j'essaie de le déléguer. Les choses que je trouve vraiment trop compliquées ou trop stratégiques, c'est moi qui m'en occupe. Et après, j'ai une partie où je fais, par exemple, toutes les recettes. Là, on a sorti une nouvelle carte, c'est moi qui ai sorti une nouvelle carte. Là, je suis en train de travailler, je vais travailler avec un franchisé, avec Kevin de Mérignac, qui a Mérignac et Pessac, les deux restaurants de Mérignac et Pessac. On va travailler ensemble sur la carte d'été, sur la carte d'hiver. J'essaye au maximum, tu vois, impliquer les franchisés, de les faire tester, les inviter quand j'ai des idées, machin. Ceux qui sont sur Bordeaux, tel jour, je fais mes tests, venez goûter, etc., etc., quoi. Ok, intéressant. Donc ça veut dire aujourd'hui, toi, comment t'organises? Alors, je vais pas dire comment t'organises ta vie du coup, parce que j'ai bien compris qu'il y a peut-être pas d'agenda type. Donc c'est là où on est un petit peu aux opposés. Alors que moi, j'ai besoin quand même d'avoir mon cadre qui est en repeat hebdo, et après je construis le reste autour. Mais en fait, j'ai déjà la moitié de mon agenda qui, dans tous les cas, toutes les journées vont se répéter. Par exemple, là, une journée comme ça, là où je tourne toute la journée, moi, ça, c'est pas que ça me fout en l'air un peu ma semaine, mais en fait, tu vois, les blocs là qui étaient ce matin, j'ai dû m'arranger pour aller les mettre ailleurs, quoi. Sachant qu'en plus, là, on est vers Pâques, donc en plus, si je dis pas de bêtises, lundi, là, c'est férié, je crois que je suis en famille. Le mec dit ça en me levant les yeux au ciel, quel fils de pute. Et c'est pareil, on le cut pas. Donc, toi, je suis très content d'être en famille, pardon. Mais du coup, ça me fout un peu un bordel, parce que je sais pas où ce bloc allait le remettre, tu vois. Alors que, donc, toi, c'est un peu le contraire. T'as pas de truc, tu sais quand même la veille au soir ce que tu vas faire le lendemain. Ouais, carrément. Ou la semaine d'avant, tu sais quand même comment un peu va être arbitrée ta semaine quand même. Là, tu vois, par exemple, la semaine prochaine, là, samedi, je pars à Paris. Je fais samedi, dimanche, lundi avec ma famille pour Pâques. C'est bien, Pâques, c'est bien. Lundi. Allez chercher les œufs avec vos enfants, ils soyez contents de le faire. Mardi matin, je prends le train à 5h30, je crois. J'arrive à Bordeaux. Rendez-vous franchisé pour une candidate sur Saint-Étienne. Je reprends le train à 14h, je vais à Nantes pour... Tu fais un Bordeaux-Nantes en train? Ouais. Un truc de 4h30 horrible là? Horrible. Ah, l'enfer. Horrible. Tu sais que t'as plus vite fait d'y aller en bagnole, hein? Bah ouais, je sais, mais en fait... Ouais, mais dans le train, tu peux bosser, c'est plus sympa, ouais. J'ai ma femme qui reste dans ma famille à Paris, et après, je remonte à Paris parce qu'on finit la semaine à Paris. Parce que j'ai un rendez-vous à Nanterre le vendredi avec snacking et un franchisé pour Grenoble. Ouais, donc toi, tu bouges beaucoup quand même, du coup. Ouais, pas mal. Donc là, mardi, je vais à Nantes. Je passe la soirée avec le franchisé de Nantes qui est aussi un ami, tu vois. Et mercredi, je suis à Nantes toute la journée et je repars à Paris mercredi soir. Ouais, donc toi, là, par exemple, on est typiquement sur une semaine en fait qui est pas faite, en fait, qui va pas ressembler à une autre semaine, quoi. Tu non. vois, et lundi prochain, donc pas lundi de Pâques, lundi d'après, je rentre dimanche soir à Bordeaux et lundi matin à 5h, on décolle pour Marseille et on va ouvrir Marseille Prado avec mon animateur réseau. Donc du lundi au vendredi, je suis sur Marseille. Ok. Donc les blocs là, il y a pas de bloc, quoi. Non. Et après, je vais retourner sur une phase un petit peu plus normale à partir du 5 mai là. Mais pareil, je vais devoir compenser un petit peu tout le travail que j'ai pas fait pendant l'ouverture. Donc peut-être que je vais devoir retourner au resto, peut-être qu'il va y avoir des problèmes dans les opérations sur un de mes deux restos. Peut-être que je vais avoir des imprévus, des machins. Mais normalement, logiquement, toi, les opérations, t'es pas censé en faire. Parce que tu vois, en fait, moi, par exemple, là, comme je suis un peu au début là, de ce qu'on est en train de construire sur la chapelle, moi, si je me barre comme ça là, pendant une semaine, en fait, c'est la merde parce que j'ai pas encore de grosses équipes. Ouais. Tu vois, pour l'instant, moi, j'ai que 2 personnes. Mais du coup, je porte énormément d'opérationnel pour moi. Donc aujourd'hui, moi, si je me barre une semaine, je suis en vadrouille, c'est très compliqué à rattraper derrière, quoi, tu vois. Moi, je fais très très peu d'opérationnel, j'en fais quasi plus. Ouais. Non, mais c'est ça, en fait. L'opérationnel que je fais, c'est en ouverture. En ouverture. C'est que toi, en fait, c'est stratégiquement parlant, tu fais beaucoup de choses. Et donc, c'est ça qui fait que tu as des semaines denses et qui sont très différentes. Mais par contre, au moins, t'as plus ce souci, en fait, du petit et moyen opérationnel, quoi. Après, je suis toujours au moins un jour et demi par semaine au resto. Okay. Tu vois, au resto de Fond-d'Odège, sur Bordeaux-Centre, là, soit pour un rendez-vous, soit pour tester des produits, soit pour tester une recette, soit pour voir comment ça se passe, soit pour vérifier une formation d'un gars, etc., soit pour faire un point avec mon directeur, etc., etc. Donc, finalement, je ne suis pas dans la production, mais j'ai encore un gros pied dans l'opérationnel. Et en fait, c'est hyper important que le fondateur et que celui qui donne la vision à la marque soit encore dans l'opérationnel. Parce qu'à partir du moment où tu perds cette brique-là, tu perds le lien avec tes franchisés.
Parce que tes franchisés, en fait, ils sont dedans. Et s'ils sentent que tu es 95% de ton temps dans ta tour d'argent et que tu touches plus terre, dans tes bureaux, là, à faire du marketing et machin, ils vont te dire non, mais c'est bien beau, mais la valeur, en fait, elle se produit dans le restaurant. Donc, quand vous nous sortez des trucs qui sont irréalisables quand on se tape 200 couverts le midi, redescendez, venez faire voir, un service et voyez un petit peu comment ça se passe. Et c'est là que tu perds un petit peu y a un mot pour ça. Tu perds le nord, tu perds le fil, tu perds La légitimité. Ah, j'allais dire le sens des réalités. Ah, c'est pas mal aussi. Tu perds la légitimité auprès de tes franchisés parce que finalement, tu deviens pas un bureaucrate, mais tu restes franchiseur d'un réseau de restauration, donc faut que tu restes restaurateur. Yes, j'allais après rebondir un peu sur tout ça, mais bon, je pense que là, quand même, on a fait un bon tour. Mais moi, quand même, il y avait un dernier truc, parce que c'est ça que je viens de m'en rappeler. Je me rappelle très bien de comment on s'est connus tous les deux. Un jour, j'avais posté sur LinkedIn un peu mes rêves, tu sais, ma liste de rêves, et j'avais mis, c'est vrai que moi, mon premier rêve entrepreneurial que j'ai eu quand j'étais au lycée, c'était de monter une sandwicherie. Et tu sais que j'ai une fille qui a 9 ans, qui s'appelle Juliette, je l'embrasse, même si elle non plus, elle écoute pas mes podcasts. Oh, cette famille de merde que je me tape, putain. Et ben en fait, on joue un peu à l'entrepreneuriat tous les deux. Et en fait, le truc fictif qu'on monte ensemble, c'est une sandwicherie. On a même la marque et tout. Je sais même pas si je l'ai dit, parce qu'il y a toujours des petits malins qui vont aller m'acheter le nom de domaine et tout. Donc je le garde pour moi pour l'instant. Et mais genre, on a fait les recettes, on a fait tout ça. Mais bon, bref, je l'avais mis sur LinkedIn. Et toi, tu m'avais envoyé un message en mode ah bah si ça t'intéresse. En plus, moi, je suis en train d'en monter une quoi. Donc moi, à l'époque, je savais même pas que t'étais dans les pokés et compagnie. Et cette sandwicherie, je sais pas si on dit sandwicherie, c'est Mitch. C'est Mitch. Du coup, pour les Bordelais, qui est à Gambetta, place Gambetta, juste dans la rue là, du cinéma UGC. Et des sandwichs un peu premium quand même. Et alors, juste, c'est quoi cette histoire? C'était un side à côté? C'est un truc dans lequel tu as juste mis des billes? C'est quoi en fait? C'est un truc que j'ai toujours voulu faire. En fait, c'est marrant parce que Kevin, tu vois, le franchisé de Pessac et Mérignac, c'est un ami aussi. On est devenus amis par la franchise, tu vois, en étant partenaire de travail, de business, on est devenus amis. Et du coup, moi, je rentre d'Italie et lui, il rentre de je sais plus quoi. Et au même moment, on se dit, putain, mec, j'ai une idée quand j'étais en Italie, machin et tout, faire des sandwichs avec un peu en mode puccia, tu vois, paninos et tout. Il me dit, mec, j'ai eu la même idée. On se monte nos notes, on avait quasi les mêmes recettes, tu vois. Et là, on se dit, putain, faut qu'on fasse un truc ensemble. Et donc, du coup, on a commencé à travailler là-dessus, à itérer là-dessus et à se dire, qu'est-ce qu'on peut trouver comme produit qui soit pas trop compliqué à faire et qui marche aussi avec nos autres métiers, quoi. Donc, on a pris un associé opérationnel pour gérer le restaurant et on a commencé à créer une carte, une identité, donc à faire les mêmes process que sur Eco, quoi. Ouais, allez voir. Moi, j'aime beaucoup ce que vous avez fait en termes de branding et l'expérience dans le restaurant. C'est quoi? C'est un peu style diner, non? En fait, on s'est dit, tu vois, Subway, c'est le premier franchiseur au monde. Je crois qu'il y a 350 000 bouclards, je crois, ou un truc comme ça. Mais je crois que ça fait un peu scandale parce qu'en fait, il y a très peu de franchisés qui gagnent de l'oseille ou quoi. Ils se font un peu the bee, quoi. Je crois qu'il y a un truc comme ça. Ouais. C'est ça. Mais le produit est quand même attractif, tu vois. Ouais, grave. Ou en tout cas, il l'a été. L'objectif, c'était de faire un petit peu comme Subway, mais avec une stratégie un peu plus premium. On choisit son sandwich. Ouais, tu choisis ton pain, t'as les mêmes formats, tu vois, un peu genre. Nous, on n'a qu'un seul format, genre 25 cm, tu vois. Et après, tu as de la charcuterie tranchée à la coupe, du bon fromage, des bonnes sauces fait maison, etc., etc. Donc, c'était un petit peu de faire le Subway Premium et de donner une vibe un peu 70s en personnifiant ce personnage de Mitch qui ressemble un petit peu au gars qui court là, dans Alerte à Malibu. David Hasselhoff. Ah, David Hasselhoff, exactement. Hasselhoff, ouais, je sais plus. Hasselhoff, je crois. On l'embrasse aussi. Il écoute pas le podcast non plus. On l'embrasse. Personne n'écoute. Ouais, personne n'écoute. En fait, là, on fait juste une discussion entre nous, mec. Personne n'écoute. Ça, en fait, finalement. Je sais pas. J'ai du temps à perdre. C'est le micro. Comme ça. Juste à l'incliner de ce sens-là. Tac. Ok. Donc yes, ça ressemble à notre ami David Hasselhoff, ça non plus on cut pas, hein. On garde tout, c'est authentique, c'est brut. Et donc voilà, donc j'espère qu'on a réussi et l'objectif, tu vois, ça serait peut-être pas de reprendre des restaurants physiques aussi grands, mais peut-être plutôt de se mettre dans des emplacements numéro 1 à fort flux et d'aller concurrencer plutôt dans des prochaines
des prochaines ouvertures du pôle Micaline Brioche Dorée, tu vois. Parce que là, en fait, c'est vrai que cet emplacement, je me rends pas compte, il est ouf ou pas? Parce qu'en fait, il paraît ultra central, mais est-ce que il est stratégique en fait ou pas La tant que ça. rue est compliquée. La rue est très compliquée à bosser parce que finalement, les flux de la rue Georges Bonnac sont pas forcément restauration. Et tous les restaurants qui se sont mis à rue Georges Bonnac sont un peu sont déçus de leur performance. Ils sont un peu En vrai, fatigués. moi, je vais manger là-bas que quand je vais au ciné, quoi. C'est-à-dire, et comme tout le monde, j'y vais pas toutes les semaines, même si j'adorerais, tu vois. Mais bon, bah, forcément, entre collègues restaurateurs, tu discutes un petit peu. Bah, toi, t'as fait quoi? Toi, t'as une bonne semaine. Ah, il y a eu de la pluie, c'était chiant, machin. On voit que on est dans les meilleurs de la rue alors qu'on est les plus jeunes, quoi. Ok, Et il n'y a pas forcément de raison qu'on soit meilleur que les autres. ouais. Donc c'est cool. Ça veut dire qu'on a bien bossé notre concept. Mais Parce que c'était un peu un délire où vous avez un peu d'ambition avec Mitch et vous voulez en monter d'autres, du coup. je sais pas. Je sais pas. Ça dépendra un petit peu de ce que veulent Kevan et Valentin, donc mes deux assos. Parce que moi, j'aurais pas beaucoup le temps, tu vois, Bah oui. de développer une autre marque. Tu vas être défocus de Aiko. Bah ouais, c'est ça. Donc, je serai là pour les aider et pour les aider à structurer et à gagner du temps, en fait. Mais derrière, c'est eux qui doivent faire tourner la machine et c'est eux qui doivent démarrer le moteur, quoi. Moi, je pourrais mettre un peu d'essence. C'est beau, ça. Ouais, il y a eu énormément d'allégories. Hein. Ah ouais, Au milieu de toutes mes vulgarités, il y a eu des belles poésies, quand même. Des belles poésies. Écoute, Hugo, je sais pas quelle heure il est, mais je pense qu'on va arriver, du coup, sur la fin de l'épisode. Est-ce que pour finir, je sais pas, il y a peut-être 2-3 recos, peut-être, je sais pas, un truc que tu fais, une méthode d'organisation de productivité que tu as en ce moment, un livre que tu as lu, une série que tu es en train de regarder. Tu vois, par exemple, moi, je viens de finir la moitié de la série, là, tu devrais la mater, ça s'appelle The Studio. Ouais, C'est produit et c'est avec Seth Rogen, ok. mais c'est petit bijou, avec c'est un Ah producteur de Cinoche et tout. C'est Apple TV, je crois, donc moi, du coup, je l'ai sur Canal, Ouais, et ça s'appelle The Studio. ok. Voilà. Moi, c'est ma reco du jour. Tu vois, pas de reco d'organisation de productivité, une reco de série. Je me suis mis 5 épisodes en 2 jours. Là, c'était un bonheur, quoi. Bah écoute, j'essaierai de me rappeler quand je scrollerai sur Netflix. Ah non, c'est Apple TV. Ouais, Apple TV, donc c'est Canal, du coup. Ah ouais. Ah, mais il y a des trucs pour craquer un peu les. Bah, franchement, Apple TV, déjà, je crois que ça coûte 5 balles par mois. Et au pire, tu Ça vas va. sur Split, tu l'as à 2,50 €. Ah ouais, c'est vrai, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Team Split, hein, pareil, on place. Jonathan, qui n'écoute sûrement pas le podcast non plus, je l'embrasse. Non, une reco, je sais pas. En fait, j'essaye de lire des livres, mais j'y arrive pas. Là, Pareil. je suis sur. Je lis un livre par an, je pense. C'est horrible. Là, je suis sur L'amour dure 3 ans. Je crois que c'est Bec BD. Il est dans mon sac. J'ai dû lire 70 pages. Ça fait 3 mois qu'il est dans mon sac. Ok. Je n'arrive pas à lire. Et j'aimerais tellement arrêter de scroller sur Instagram Ouais. machinalement. Ça, c'est mon combat de 2025, qui était aussi celui de 2024 et de 2023. Ouais. Et ça me fait chier de fou. Et je préférerais tellement passer mon temps à faire autre chose que ça. Mais tous les temps morts, en fait, tu les passes là-dessus. Et ça Ouais, me, mais ça tu me sais, gave. moi, je me suis fait encore fait la remarque hier soir. Alors, tu vois, du coup, j'ai fini parce que hier, j'ai bossé jusqu'à 22h. Après, Ouais. je me suis mis du coup 2 épisodes de The Studio. Ouais. Je dis, bon, à minuit, c'est déjà comme d'aller se coucher. Parce que demain, je me lève tôt, etc. Grosse journée. Mais tu vois, malgré tout, je me suis encore fait une demi-heure de vidéos sur Instagram Ouais, c'est ça. avant de dormir, quoi. Parce tu que vois tu te dis, ça va. Ouais, c'est pour me poser, machin. Ouais. Mais pas du tout, en fait. Ah ouais, tu sais, je me suis mis des vidéos de padel. Je me suis mis des vidéos, je sais pas si tu le suis, il s'appelle Galancir sur Insta. Non. Ah bah il est tellement drôle, mec. C'est un mec, en fait, je sais pas avec quoi il fait ses filtres, en fait, et il s'est inventé, je sais pas, mais il a une dizaine de personnages. Mais genre, ces 10 personnages, c'est incroyable. C'est celui qui a une grosse, Ouais. une grosse mâchoire, là? Ouais, exactement, Qui notamment. joue dans le bureau et tout, les collègues. Exactement. Et tout. Ok, C'est je lui, l'ai. Galancir. Je l'ai. Et tu vois, hier, en fait, je tombe sur une vidéo de lui. Et en plus, j'étais à 2 doigts de dormir, quoi, tu vois. Trop drôle. Et là, je me suis mis, mais genre 15 vidéos parce que j'avais du retard, tu vois, dans ce qu'il avait fait. Et en fait, c'est Ouais, tellement ouais, bon. ouais. Mais tu vois, c'est ça, en fait, ce truc machinal de scroller, de machin. Bah, moi, en fait, je sais pas si j'aimerais arrêter parce qu'en fait, je me dis que je dis ça tous les ans. Et je pense que je diminue un peu. Ouais. Mais c'est vrai que tu vois, là, cette demi-heure à regarder des vidéos, bah, c'est vrai que ça aurait été peut-être pas mal de lire, quoi. Tu vois, ça aurait été mieux pour mon cerveau, quoi. Après, est-ce que tu as besoin d'être performant à 200% tout le temps Non, non, moi, c'est pour ça que je me flagelle pas hein, sur ces Ouais, trucs-là. c'est ça. C'est juste que je me dis, en effet, tu vois, je sais pas si c'est du temps perdu, du non-temps, du temps de chill ou quoi, mais bon, c'est quand même, tu vois, enfin, là, c'était cool parce que je regardais Galancir, mais tu vois, souvent, quand même, t'es sur des vidéos, tu sais, des fois, je vais aller chercher une information sur Instagram, Ouais. peut-être parce que quelqu'un, je sais qui me répond sur Insta ou quoi,
Et là, tu sais, bah, ils sont malins quand tu arrives sur Insta, sur le truc des messages. Tu sais, c'est là où ils te proposent plein de vidéos, tu sais, que tu vois qui bougent. Et puis, tu sais, comme ils te connaissent bien, donc ils te montrent que des trucs que t'aimes, tu vois, moi, des trucs de bien sûr. ciné, de foot, des machins. Surtout pas de meufs à moitié nues, parce que ça m'intéresse pas du tout, tu vois. Bah, Ce jamais. genre de- Non, jamais, tu vois. Ça, donc, j'ai pas du tout ce genre de choses. Non, mais en plus, en vrai, j'ai que du cinoche, du paddle et du business, quoi, tu vois. Vas-y, monte ton feed là. Ouais, vas-y, en Non. vrai, intéressant. Non, mais vas-y, en vrai. S'il te plaît, me demande pas. Alors, attends, c'est quand tu vas sur message? Non, c'est quand tu vas où? Tu vois, en plus, Je je sais dis pas, comme. tu Ah, vas- c'est quand tu vas sur rechercher. Ouais. Bah, il y a quand même une meuf qui fait un truc bizarre. Ah, putain, il y a même Ah, deux ouais, meufs. ouais, Ouais, je suis ouais, désolé. ouais, Ouais. ouais, Donc, ouais, j'avoue, ouais, j'ai ouais, menti. ouais. J'ai menti. Il y a. Attends, il y en a combien? Il y en a au moins 12. J'avoue, j'ai deux meufs. Je sais pas pourquoi elles font ça. Ça fait quoi? Ouais, bon, je Ça sais fait pas un pourquoi, petit 17%, c'est honnête. Ça va. C'est honnête. Ça va, Et ok. comment tu arrives à préserver, si tu arrives d'ailleurs, à préserver un petit peu ta fille de ces réseaux-là? Ouais, j'avoue que je l'ai pas masse préservé. Ah ouais? Ma fille, elle a 9 ans. Elle regarde YouTube avec moi. Ouais. Elle regarde South Park avec moi. Elle joue Après, à GTA avec moi. Mais après, ça Je c'est suis un cool. très mauvais père. Ça c'est cool, tant que Ouais. c'est pas du. Pour moi, hein, tant que c'est pas du TikTok, Instagram. Non, mais j'avoue que ça arrive des YouTube, fois, c'est pareil, sympa quand même. elle va phaser devant des shorts ou des trucs comme ça. Et tu sais, si c'est un moment où je bosse et tout, j'avoue que je lui dis, Ouais. enfin, dès que j'entends un truc un peu vulgaire ou quoi, je lui dis, hop, change, tu vois, tout comme ça. Mais j'avoue que pareil, elle est complètement matrixée aussi par, Ouais, c'est ça qui est par chaud. ces trucs-là. Et tu vois, j'ai pas réussi à être dans l'interdiction pure de lui interdire ces trucs-là, quoi. Mais je pense que c'est ça le vrai combat. Et la vraie. Pour moi, il n'y le a pas vrai de juste conseil, milieu. Hein. c'est, C'est soit t'interdis, il n'y a pas juste milieu en fait. Hein. Soit tu laisses libre, mais par contre tu surveilles. Et tu parles beaucoup. Tu vois, tu expliques les trucs qu'elle voit, etc. Mais on passe forcément à côté de certaines choses, quoi, tu vois. C'est compliqué d'interdire de toute façon. Ah, et puis alors, moi À l'école, de toute façon, sinon ils vont avoir. moi, des je suis un trucs, anti-interdiction, donc franchement, c'est difficile d'interdire d'un truc que je me suis perdu. Pareil, je vais pas mettre de COD dans ma phrase. Bon, ça devient dur. Non, mais vaut mieux qu'ils apprennent à utiliser le truc Ouais. correctement et à l'appréhender plutôt que avoir ça comme une interdiction. Et dès qu'ils auront moyen d'aller voir quelque chose, ils vont aller voir par derrière, quoi. Bah, c'est un peu plus ça. Moi, j'essaie quand même d'être vachement dans la discussion avec ma fille là-dessus. Même, tu vois, je lui ai appris à servir de ChatGPT, se servir. Alors, même, au début, j'ai même appris à servir de Google pour quand elle a Ouais. une info. Mais tu vois, c'est drôle. Quand elle cherche une info, elle tape dans la barre de recherche de TikTok, mais même plus dans la barre de recherche de ChatGPT. Tu vois. Ok. C'est-à-dire que ChatGPT va sûrement, en fait, niquer sa race à Google sur cette partie de. Tu vois, nous, notre génération, tu veux un truc, c'est instinctif. Tu recherches sur Google. Bah ouais, Mais en vrai, tu veux une info, tu recherches sur Google. Des fois, tu sais, il va pas te mettre la réponse. Il y a plein de sites, donc il va falloir encore donner un site. Alors qu'en mine de rien, Google, tu lui fais en voice, tu lui poses la même question Ouais. que tu aurais posée sur Google, et là, tu as la réponse directement, quoi. moi, je fais que ça maintenant. Ah ouais. Je fais plus aucune recherche sur Google. Ouais, moi, pareil. Tu Mm. vois, c'est un truc de ouf, quoi. C'est clair. Donc c'est ça, j'essaie quand même de lui apprendre comment en fait appréhender tous ces réseaux-là ou quoi. Après, franchement, est-ce elle voit des choses? Peut-être que si on mettait tout un jury de parents parfaits, je passerais pas le casting, tu vois. Mais donc est-ce qu'elle voit des trucs qu'elle devrait pas voir sûrement? Mais bon, écoute, moi je me rappelle qu'à son âge, j'étais libre de regarder la télé, Ouais. j'avais ma salle et tout. Moi j'avais 9 ans pile un peu dans ces trucs où tu sais, moi en plus je viens du Nord-Est. Hein. Ouais. Donc moi les affaires, le petit Grégory, Émile Louis, Patrick Dils. Alors pas Patrick Dils, lui il était innocent. Comment il C'est- s'appelle le tueur de Paris là, merde. Tu sais, c'était Je suis celui pas qui était un très peu tueur, métis. moi. Bah, moi je viens du Je Nord-Est, connais donc pas nous de c'était ouf. un peu un sport national. tu Ouais, vois. ouais, je vois. C'était un peu la grande époque des le pédophiles. tu vois. vivier, quoi. Ouais. Mm. Ça, c'est une tradition qui s'est perdue. Oh putain, allez, vas-y, on va pas aller là-dedans. On coupera pas non plus ça, mais bon. Ouais, il y a beaucoup de choses à côté. Hein. Non, si on était sérieux, mais bon, écoute, Ah comme oui, on va laisser le truc brut. Écoute, Hugo, je pense que ça va peut-être être le meilleur moyen de dire stop à Toutes mes ces conneries. tergiversations. Allez, En tout cas, c'était très cool de t'avoir dans le podcast, dans la Chapelle Radio. plaisir partagé. Merci pour toute la transparence. J'espère que tous ceux qui aiment l'entrepreneuriat et tous ceux même encore plus qui soit sont restaurateurs, soit sont des wannabe restaurateurs, soit pareil, en ont monté un et réfléchissent à comment passer le prochain step. Bah, je pense qu'il y a beaucoup ouais, pareil, pas de COD. Toi, où est-ce qu'on te retrouve, Hugo? Où est-ce qu'on te contacte? Où est-ce qu'on te suit? On suit plutôt les marques? On suit Hugo Troxler? On suit quoi?
Ah, plutôt peut-être sur LinkedIn, c'est là où j'ai beaucoup de gens qui essayent de me vendre des packaging et des agents IMO qui essayent de me vendre la future pépite à Dijon. Mais sinon, je lis tous mes messages LinkedIn, donc à la limite, je pense que c'est le meilleur moyen de me Hugo, contacter. parce que moi je dis Truxler, mais c'est Truxler, non? C'est Truxler. Ouais, pardon, Truxler. Moi je le disais un peu à l'américaine, tu vois. Hugo Truxler. C'est à côté de Strasbourg. Hein. Ok. Je viens de là-bas aussi. Enfin, je viens de là-bas. Et je suis jamais allé, mais mon nom vient de là-bas. Et tes parents viennent de là-bas? Mes grands-parents du côté de mon père, ouais. Ok. Ouais. Non, je voyais que tu avais quand même t'as plutôt l'accent parisien, donc je chantais pas trop l'accent du Il y a Nord-Est. un accent parisien. Il y a un accent parisien. Ouais. Il y a un accent même de Titi parisien, ouais. C'est vrai? Mais c'est en fait qui prend un petit peu des choses qui sont soit du nord, soit nord-est. Ouais. Mais je sais pas, je n'aurais pas comment expliquer, c'est à la parisienne. Ok. Vois. Ouais. Par exemple, on dit grave bien, c'est grave bien. Vous dites c'est gavé bien. Ouais, bah moi, tu sais, je suis né à Paris. Hein. Moi, je suis là que depuis 20 ans. Mais du coup, ça au bout de 20 ans, j'ai la dérogation, j'ai la carte d'identité, j'ai le droit de dire que je suis bordelais, quoi. Moi, quasi 10, ça marche aussi, non? Je crois que c'est à partir de 12. Ah merde. Ouais, il y a une règle. Bon, ok. Donc bientôt. Non, 10, en vrai, ça marche. Bon, c'est là-dessus qu'on va arrêter. Trop bien. Je vais faire une petite mention légale de fin d'épisode. Je vais remercier l'agence Cosmos à Bordeaux qui nous accueille dans ce super setup. Je remercie le sponsor de cet épisode. Je ne sais pas encore qui c'est, mais je l'embrasse. Ceux qui nous écoutent sur YouTube, vous pensez à vous abonner, un petit like, un petit commentaire, c'est bien pour le référencement. Et c'est le meilleur moyen de soutenir ce contenu qui est gratuit pour toi. Et si vous m'écoutez sur Spotify, Apple TV, Deezer et compagnie, un petit 5 étoiles, voilà. Pareil, ça mange pas de pain, mais ça nous aide beaucoup. Sur ce, merci beaucoup Hugo, merci à tous. Merci à toi Hugo. Merci à toutes et tous d'être de plus en plus nombreuses et nombreux sur la Chapelle Radio. Et je vous embrasse, je sais plus parler, allez, ciao.